Monsieur, bonsoir. Merci de votre fidélité. Bienvenue à Tout au clair sur la télévision du Monde, mardi 17 novembre 2020. Ce jour est justement consacré à une autre édition du débat intellectuel, débat citoyen sur la télévision du Monde. Ce soir, au regard de l'actualité, nous allons nous consacrer à deux faits, notamment à la deuxième conférence semestrielle des gouverneurs des régions, ouverte ce lundi sous les auspices du ministre Paul Atangandi, ministre de l'administration territoriale. Aux côtés de lui, plusieurs autres membres du gouvernement, notamment le ministre de la décentralisation et du développement local, Georges Elanga Obam, du secrétaire d'État en charge de la gendarmerie nationale, Galax Islandry et Toga, et du délégué général à la sûreté nationale, Martin Bagangele. Ces acteurs étatiques ont justement entretenu les chefs des unités administratives, 10 au total, sur des questions prioritaires, entre autres la sécurité des hommes et des biens en cette période de fin d'année, et davantage au regard de l'actualité, notamment les élections régionales du 6 décembre 2020 prochain. Au-delà de cela, il a aussi été question de la maîtrise de la pandémie de la COVID-19 au lendemain de la résurgence de cette pandémie dans plusieurs pays européens et dans certains pays africains. Justement, le ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandi, recommande d'améliorer et d'élaborer de nouvelles stratégies de sécurité visant à assurer un bon déroulement de ces élections régionales. Et le fait de fin d'année, c'est l'épilogue davantage, le maître mot de cette deuxième conférence semestrielle des gouverneurs des régions, 11 mois pratiquement après la dernière tenue au mois de janvier 2020. Que peut-on retenir véritablement de cette autre concertation? Ces différentes conférences des gouverneurs des régions ont-elles un impact sur le vécu des populations? Des questions et bien d'autres sur lesquelles nous ne manquerons pas de revenir dans le cadre de cette production de Tout au clair sur la télévision du Monde. Et puis notre actualité, bien évidemment, cette mauvaise nouvelle pourtant, le Cameroun était en train de célébrer avec faste la victoire des Lions indomptables face au Mamba du Mozambique, quelques heures seulement après la dite rencontre, et alors que les Lions indomptables du Cameroun devraient regagner le Cameroun à travers un vol de la compagnie nationale aérienne. L'aéronef est stoppé net par les autorités mozambicaines qui demandent davantage à la compagnie de pouvoir payer cash et net les frais de ravitaillement en kérosine. Certains parlent de honte pour le Cameroun, d'autres parlent d'une erreur managériale, mais qu'en est-il véritablement? Nous ferons le tour de la question avec nos experts réunis sur la table du débat ce soir une fois de plus pour vous apporter des éléments de réponse. Vous le savez, le programme se veut être interactif. Nous vous invitons, mesdames, messieurs, à y participer à travers nos différents points d'accès. 6 99 57 30 26, 6 99 57 30 26, ou alors écrivez-nous à partir de notre page Facebook LTM TV officielle, et nous ferons le débat avec vous encore ce soir dans le cadre de ce programme Tout au clair sur la télévision du Monde. Mesdames, messieurs, une fois de plus, bienvenue dans quelques instants la présentation de notre panel. Nous revenons sur le plateau du débat de ce soir avec, bien évidemment, nos invités déjà confortablement installés, et parmi eux, un acteur politique de choix qu'on ne présente plus. Il est, il faut le préciser, militant au sein du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Oui, c'est Célestin Jamel que nous avons le plaisir de recevoir une fois de plus. Célestin, bonsoir. Bonsoir Fred et bonsoir à tous les téléspectateurs de LTM Télévision. Merci de m'avoir invité dans cette autre édition de Tout au clair. J'aimerais, avec votre permission, adresser un mot de réconfort à mon ami Limbeloba, qui a été, comme vous le savez, victime d'une agression dans la ville de Douala. Je crois que c'est l'occasion, effectivement, au cours de votre émission, d'apporter effectivement des propositions quant à les forces qui doivent être concentrées sur la sécurité et sur le rôle du gouvernement dans cette région tout au moins.
Donc je voulais saluer encore une fois mon ami qui est actuellement dans les soins de l'hôpital de garnison de Bonanjon, et je suis sûr qu'il va se rétablir très rapidement. Merci à vous, Souhaitez Jamais, d'être avec nous ce soir. Un autre qui va nous accompagner nous vient du Social Democratic Front, avocat au barreau du Cameroun par ailleurs, Maître Paul Paléré. Bonsoir. Bonsoir Frédéric, bonsoir aux co-panélistes, bonsoir aux téléspectateurs. C'est aussi l'occasion pour moi de souhaiter un bon rétablissement à Elim Bilobin, qui souffre des méfaits actuels de la montée des agressions, et aussi adresser mes vives félicitations aux lions indoptables qui semblent avoir repris du bois de la bête malgré la frustration que nous avons vécue pour leur retour au pays natal. Merci à vous, Maître Paul Paléré également, de nous accompagner ce soir. Le représentant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais également fait partie de nos invités. Il est aussi avocat au barreau du Cameroun, Maître Julius Achou. Bonsoir. Good evening, Mr. Mutomai. It's a pleasure being here again today with you. Good evening, co-panelists and telespectators. I'm happy you invited me today after a very long time. And I would like to send my good messages to our friend Elodie Lobel, who was attacked the other day, to tell him that we share his pain and we are praying to God for him to get well quick and come back to meet us as we discuss issues about the country. Thank you, Barrister Achou Julius from CPDM. Et puis notre consultant est là également ce soir, Michel Michel-Moussala, une fois de plus, bonsoir. Bonsoir Frédéric, bonsoir à tous les panélistes, bonsoir à tous les téléspectateurs de LTM. C'est un plaisir partagé de me retrouver sur ce plateau au moment où nous continuons à réfléchir sur un certain nombre de choses qui concernent notre cité. Je pense que mon ami Libby Lobin, qui nous suit en ce moment, sait bien que nous tenions bien la flamme bien allumée. Je voulais tout simplement et particulièrement saluer cet élan de cœur qui se manifeste autour de ce personnage et que je pense que Dieu fera tout pour qu'il se rétablisse et qu'il nous retrouve sur les plateaux de débat. Merci à vous également, Michel Michel-Moussala. Vous savez, la tradition souhaite vous dire que nous restions avec vous pour véritablement lancer le débat dans le cadre de ce programme. Une deuxième conférence semestrielle de gouvernance, c'est une tradition. Le patron des unités administratives, 10 au total, se réunissent autour du ministre de l'administration territoriale et en l'état d'espèce, c'est pour Tangandji qui est aux commandes de ce département ministériel, une concertation pour davantage faire le point de la vie dans ces différentes régions. Tout à fait normal, hein. Je pense que c'est une stratégie administrative que le ministre de l'administration territoriale réunisse autour de lui tous ses collaborateurs. Ça devient un dicton habituel dans lequel nous sommes déjà habitués, mais est-ce que l'essentiel se dit ou la stratégie globale se fait autour de ces réunions? Il y a encore là quelques interrogations. Nous parlions souvent des choses qui me paraissent souvent être utiles pour notre société. Ben, je crois qu'à l'entame, après la nomination de M. Tangandji, il me souvient qu'il avait demandé au gouverneur, préfet et sous-préfet de lui tenir des rapports quotidiens de la vie dans nos cités. Et je crois que cet ensemble de choses devrait tout simplement faire à ce que ce soit des rencontres de synthèse globale, si cela s'implémentait comme il aurait souhaité à son temps. Je pense, pour moi, qu'à la lecture d'un certain nombre de choses, la nation est interpellée avec la guerre, avec nos réfractaires, nos amis, les frères de nos eaux, et qui continuent à être semestriels. Mais j'aurais souhaité que ce soit mensuel, afin de faire le point et voir comment la stratégie qui permettrait à ce que les hommes autour de M. Tangandji développent une approche qui ferait à ce qu'une tâche en sécurité. Il y a une question de sécurité durant cette concertation. On peut bien comprendre, Maître Paul Paléré, l'intérêt de faire une concertation, de rassembler la chef des unités administratives autour de cette problématique qui, quand même, laisse à désirer au regard de la montée en puissance
d'une certaine insécurité. On évoquait encore la question hier sur la table du débat ici sur la télévision du monde. Oui, bon, le Cameroun est vraiment actuellement dans une insécurité, on pourrait même dire un peu généralisée, parce que même sur le plan sanitaire, le Cameroun vit comme le monde entier, la pandémie de la Covid, et avec toutes ces crises que nous voyons dans le nord-ouest, sud-ouest, extrême nord, Adamawa, et on essaie de temps en temps de pouvoir collaborer, discuter avec les chefs de terre, parce que ceux-là qui sont les gouverneurs, ce sont ceux qui vivent la réalité de très près. Imaginez un peu un gouverneur comme celui du sud-ouest ou du nord-ouest, ceux qui vivent la réalité du terrain, et il faudrait bien de temps en temps qu'ils rendent compte à l'autorité supérieure et hiérarchique qui est le ministre de la Terre. Bon, là, c'est bien beau de se retrouver, mais face à la montée, parce qu'au fur et à mesure que le temps passe, on croit maîtriser certaines situations, mais à la longueur, au fil du temps, on se rend compte qu'il y a toujours quelque chose qu'on ignore, parce que ça se dit très bien que, j'ai lu des documents où on dit la crise dans le Nozo, c'est presque maîtrisé, mais vous voyez il y a toujours des soulèvements et des surprises. Voyons ce qui s'est passé. On avait déjà tellement parlé dans le Nozo de la reprise des cours de classe, ce qui faisait chaud au cœur de tout parent d'élèves qui voyaient que ces enfants qui ont fait près de 3 ans aujourd'hui pouvaient reprendre l'école et avoir un avenir meilleur. Mais vous voyez ce qu'on a vécu en combat. Et après même ce qu'on a vécu aussi à Limbe et un peu partout. Donc on se rend compte que malgré le fait que ces gens essaient parfois de faire comme ils se sont tués, ils sont toujours en train de préparer des plans B, voire C, voire D. Vous voyez ce qui s'est passé avec des éminences comme le cardinal Christian Toumi, le chef Banso, le chef So. C'est autant de choses. On comprend que vraiment à un certain moment, le nom qu'on avait sur la personnalité humaine disparaît totalement dans cette zone. Il faudrait donc à l'avance qu'on essaie de changer parfois de stratégie, parce qu'il n'est pas toujours, si on a fait durant près de 3-4 ans aujourd'hui, parce que ça va déjà presque 4 ans, on essaie de prendre des stratégies, surtout la stratégie qui est la plus hésitée, la plus utilisée par le système en place, c'est la force de l'ordre. Et quand on voit que ça ne peut pas donner, il faudrait qu'on essaie d'évoluer. Pendant qu'on essaie, parce que nous voici avec, à l'heure actuelle, circuler dans nos villes. Ce n'est pas vraiment une chose facile avec tout ce qu'on a. On ne sait plus qui est qui. L'homme de la moto qui parfois pouvait faciliter est devenu plutôt un acteur très fort dans les rap et tout ce qui se passe dans les cas d'agression. Parce que, voyez-vous, les bandits utilisent toujours, les agresseurs utilisent toujours les motos. Donc vraiment, je crois, en discutant, nous aurons le temps de formuler des solutions par rapport à ce qu'on peut. Dans ces rencontres comme celle qui vient de se tenir à Yaoundé, autour de Paula Tangandji, autour de Galax Landry Toga, de Martin Barganguéré, mais aussi du ministre de la décentralisation, Georges Langorobam, les vérités se disent en pareilles circonstances. Oui, effectivement, les vérités doivent être dites. Elles doivent, juste. Parce qu'ils ont obligé de dire les vérités pour trouver des solutions appropriées. Il faut noter que il y a des connaissances banales que pendant la période de novembre en décembre, il y a toujours des problèmes d'insécurité. Il faut noter que ça devient plus grave lorsque, n'est-ce pas, on doit se préparer pour les élections, n'est-ce pas, du 6 décembre. Donc, dans un certain groupe de personnes ont voulu créer, n'est-ce pas, une atmosphère d'insécurité. Il faut noter également qu'il y a cette Covid, qu'on vient de constater la recrudescence. Et on doit essayer, n'est-ce pas, de le cantonner de telle sorte que ça ne perturbe pas la période-ci jusqu'à la fête, n'est-ce pas, des 25 décembre. Il faut noter que pendant cette période, on voit que le bandit sort, n'est-ce pas, soit pour préparer les fêtes, parce qu'il faut regarder, n'est-ce pas, le bilan, il faut regarder ce qui se passe dans le pays à partir du mois d'octobre. Il y a une sécurité qui commence lorsque les fêtes de fin d'année s'approchent. Donc, avec ça, en ajoutant, n'est-ce pas, les élections, en ajoutant, n'est-ce pas, la Covid, il faut noter qu'on doit prendre les mesures appropriées pour affronter, n'est-ce pas, cette insécurité. N'oublie pas que depuis que nous parlons que de cas isolés par rapport
à ce qui s'est passé il y a cela 2 ou 3 ans. Dans le Nozo, par exemple, c'était tous les jours qu'on parlait, n'est-ce pas, des cas d'insécurité. Or, maintenant, il y a des cas isolés. On peut prendre 1 ou 2 personnes kidnappées, et n'est-ce pas, qui fait du bruit, mais pas les groupes, ou bien pas toute une école, comme à l'époque. On veut, on ne veut pas. Il y a eu, n'est-ce pas, une espèce de maîtrise de cette insécurité qui a été développée par les Amazoniens. Quand ça les tient, lorsque ces gens de réunion, n'est-ce pas, est élargi, avec le CED et le DGSN, il faut noter que le problème majeur serait la sécurité qui serait discutée avec les chefs d'État et le MINAT, qui est un ministre, n'est-ce pas, qui est un des ministres les plus proactifs que nous avons dans le système à l'heure actuelle. Ministre proactif ou pas, là n'est pas la question, mais davantage, c'est N'Djamène, dans les discussions et ce qu'il en ressort, des points saillants ont été évoqués. La question de la sécurité, mais davantage la sécurisation du processus électoral du 6 décembre prochain, dans ces élections régionales qui sont les tout premières à être organisées au Cameroun. Devrait-on davantage se focaliser sur ce processus électoral, ou alors il y a lieu de penser à une véritable stratégie de sécurisation de l'ensemble du pays au regard de ces crises qui sont observées dans le nord-ouest et le sud-ouest, à Boko Haram, où on annonce des probabilités de retour en force, et mais également la situation dans l'est du pays avec ces rebelles de la Séléka qui tournent tout autour de la frontière. D'abord, en matière de, comment dirais-je, d'élection, il y a un organe qui a été mis en place en 2012 qui s'appelle ELECAM, qui est donc chargé d'organiser les élections au Cameroun. Donc, en matière d'élection, je n'ai absolument aucune inquiétude. Il y a bien évidemment certains acteurs politiques qui s'agitent, qui ont dit certaines choses, pas toujours très républicaines sur les élections qui arrivent, mais globalement, je crois qu'il n'y a pas une menace sur les élections régionales au Cameroun. Ça serait, d'autant plus que ces élections sont des élections de suffrage universel indirect, donc c'est facilement et relativement contournable. En revanche, l'argument qui concerne l'approche des fêtes et la montée rampante de l'insécurité au Cameroun en général, Nozo, extrêmement et même en dehors de ces 2 régions-là, le reste du pays, est tout à fait potable comme argumentation. Parce que je considère qu'il est de bon ton que le gouverneur, les ministres, le DGSN puissent se rassembler de manière assez fréquente. Je crois que semestriellement, c'est un peu long, quand même, vu l'ambiance délétère qui règne au Cameroun depuis bientôt, on va dire 6 ans aujourd'hui. C'est quand même assez navrant qu'on attende 6 mois pour se réunir et pour prendre des stratégies. Je crois que je souhaite en tout cas que pour notre pays, que ces réunions au plus haut sommet de l'État puissent se faire assez régulièrement. Et tous les mois, pourquoi pas. Vous savez que dans d'autres pays que vous connaissez, l'Angleterre, le Sénégal, la France, etc., vous avez, quand il y a des crises de sécurité, d'insécurité plutôt, il y a des réunions quasiment toutes les semaines, si ce n'est tous les jours, et qui portent même la présence du président de la République. Bon, on ne va pas polémiquer sur ça pour le cas du Cameroun, mais ce qui est sûr, il faut que ces réunions de sécurité se fassent le plus rapidement, le plus fréquemment possible. Maintenant, il faut savoir qu'aujourd'hui, au Cameroun, il y a un problème global d'insécurité qui touche les couches les plus vulnérables. Parce que c'est vrai qu'on ne va pas exposer ici la stratégie militaire, ni de la sécurité, ni du renseignement, mais je pense que les premières victimes de cette insécurité, c'est les populations. Or, il y a une expérience qui a très bien marché à l'époque au pays, c'est le comité d'autodéfense, le comité de vigilance, qui a bien fonctionné dans l'extrême nord. Et je considère qu'aujourd'hui, avec tout le respect et tous les encouragements que nous apportons à l'armée, il est important désormais qu'on associe les populations, qu'on fasse coopérer les populations à la sécurisation de nos quartiers, de nos villes et de nos campagnes. Vous ne pouvez pas rentrer dans un village voler une chèvre si vous n'avez pas de complice dans ce village. Donc il est important que, sans vouloir remettre en cause vraiment le caractère extrêmement respectable de l'armée camerounaise, qui nous a montré cette qualité pendant la guerre contre Boko Haram à l'extrême nord, il faut néanmoins qu'il s'agisse du nord-ouest, du sud-ouest ou de l'extrême nord, il faut, et dans le reste du pays d'ailleurs, il faut associer les populations. Et d'ailleurs, il y a un mois et demi, j'étais ici sur le plateau, j'ai parlé du comité de vigilance. Je suis ravi, après le phénomène de microbe de Daïgo et de Nokoti, que le gouverneur, M. Samuel Iveadouan, ait mis en place une structure qui permettait au préfet d'encourager les comités de vigilance dans les quartiers. Vous avez vu qu'aujourd'hui, le phénomène s'est complètement tassé. Ils sont maintenant 53 sous les verrous. On s'en réjouit. Parce que le premier des droits de l'homme, c'est d'abord la vie.
La vie, c'est la sécurité. Il n'y a pas de vie sans sécurité. Si Moutomé, vous sortez là maintenant dehors sans être sûr que vous serez en liberté, vous pouvez faire 2 pas sans être agressé, ça pose un problème. À quoi sert la liberté fondamentale s'il n'y a pas celle d'être en sécurité dans son pays? Donc, moi j'encourage tous ces gouverneurs, le DGSN, les ministres de la décentralisation, le ministre de l'administration territoriale, de se mettre en place afin qu'on puisse trouver une vraie solution. Et pour moi, la vraie solution, c'est à la fois la vaillance, la technique de nos militaires, de nos policiers, de nos gendarmes, mais aussi, n'est-ce pas, la coopération des populations, qui sont les premières concernées. Il n'y a pas d'autre solution. Alors, il n'y a pas d'autre solution. Les populations sont premières concernées par cette situation d'insécurité ambiante. D'ailleurs, le ministre de l'administration territoriale pour la Tangandji a fait comme principale réclamation, recommandation à ses proches collaborateurs des services déconcentrés, vigilance accrue, principalement vigilance accrue. Vous pensez que cela est possible sur le terrain, Michel Moussala? Donc, c'est des redites. J'ai déjà entendu alors. J'ai déjà entendu. Mais maintenant, le contexte demande l'implémentation de cela sur le terrain. Et ce qui est très intéressant, c'est pas seulement le fait qu'on prenne conscience que nos cités, nos villes sont en insécurité et que nous pensions que ceux qui sont sur le terrain nous amènent des solutions de manière rationnelle. Mais en demandant aux uns aux autres d'être davantage vigilants, c'est un début de solution qui est proposé par l'administration centrale. Ce n'est pas ce que je remets en cause. Quand je dis de Reddit, ça veut dire que ça existe depuis Mathusalem, qu'on demande au gouverneur, au préfet, d'être davantage plus vigilants dans les villes dont ils ont le commandement. Ce qui est intéressant en ce qui me concerne, c'est l'implémentation des instructions qui leur sont données à l'instant I. Qu'on vienne sur le terrain et qu'on les applique. Depuis, je disais hier sur ce plateau, M. Moutomé, que j'ai une admiration particulière. Parce que j'ai été confronté, vous le savez, il y a quelques jours, à une situation où j'ai une admiration pour avoir vécu quotidiennement la manière avec laquelle nos policiers, nos gendarmes, se déploient quand vous êtes confrontés à une épreuve d'agression. Et le résultat y étant et connu de tous, je pense que le ministre de l'administration territoriale devait contextualiser tout simplement la situation dans laquelle nous nous retrouvons. Mais comment contextualiser cette situation? Contextualiser, c'est simple. Ça veut dire que j'ai parlé d'un redéploiement du système stratégique de la police. Et j'ai pris un exemple, et j'ai pris un nombre d'exemples. Je dis que les quartiers, la démographie galopante de la ville de Douala, par exemple, il y a des quartiers où on se retrouve à 5 km d'un commissariat. Les routes ne sont pas accessibles. Il faut qu'on voie à la création d'un nouveau quartier, qu'on implémente les éléments de sécurité, ne serait-ce que par un poste de gendarmerie ou un poste de police. Il n'est pas possible, malgré les espoirs, la volonté de nos policiers et de nos gendarmes, de se retrouver à PK-10 ou à PK-21 avec un poste de police. Vous savez aujourd'hui que les villes ont rattrapé certains départements. Et DEA, du côté de Yabassi PK34, où les citoyens camerounais y habitent. Je parle de Bonabéry, aujourd'hui Bomono. Et la ville de Douala a retrouvé Bomono, et vous savez bien, Bonendale, jusqu'au sud-ouest, ces entités ont été rattrapées par la démographie galopante. Donc, il faut voir, pas seulement le contexte de mettre, il faut redéployer des unités de sécurité pour que les citoyens camerounais dans ces différentes zones. Je prends des villes comme Lundi, qui sont habitées aujourd'hui à Douala, je ne sais pas, des quartiers un peu plus retirés de la ville, village, où vous Bangapongo, pour qu'une... Bonne-10. Il y a une gendarmerie à Bonne-10 qui se déploie. Il y a d'autres unités à Yassa qui se déploient. Non, écoutez, M. Moutomé, moi je suis journaliste. Je parle d'un redéploiement. Ça veut dire que c'est une nouvelle stratégie de sécurité. Ça veut dire qu'un quartier comme Papas, je vous ai pris un exemple, un quartier comme Papas, qui est l'unité de commandement qui gère Papas au niveau de PK14. PK14 au niveau du marché Papas, c'est presque 6 km.
6 km avec une route qui n'est pas du tout accessible. Et c'est là un retranchement des grands bandits. Et vous allez retrouver après 431 des grands bandits qui se sont retirés. Cela ne se passe pas seulement dans la province du littoral, ça se passe comme ça dans le centre ou dans nos villages. Aujourd'hui, tu n'es pas sûr que partir pour un week-end, tu passerais une nuit tranquille parce que les bandits se retranchent dans nos villages et ceux qui ont posé des actes et qui se rendent compte qu'ils sont activement recherchés à Douala, se retrouvent à Ndiki, se retrouvent à Bansoa, se retrouvent partout et ils sont confondus dans une population qui vivait paisiblement et c'est de ça que nous parlions. D'accord. Donc, on va à rester ce niveau, je voulais chuter en disant que la méthodologie actuelle ne permet pas à ce que le citoyen qui est loin de la ville de Douala, du centre urbain où les interventions devaient s'opérer, se sent pas très en sécurité parce que le temps qu'il ait passé un coup de fil, selon les différents numéros que la police met à la disposition ou la gendarmerie met à la disposition du citoyen, le temps que les unités d'intervention arrivent sur les lieux, on a déjà... Le pire, c'est déjà produit. Le pire, c'était déjà produit et c'est de ça que nous parlions. Alors, Michel Moussala a rejoint pratiquement Célestin Diamant sur le redéploiement de la stratégie sécuritaire, mais un redéploiement également qui fait face davantage à l'autre priorité de l'heure qui est notamment ces élections régionales, il faut le dire. Célestin nous parle de pas de menace véritable autour de ces élections. Vous y croyez, vous? Moi, je vois tout le contraire. Pourquoi? Je vois tout le contraire. Ça peut se passer. Je peux le rejoindre, peut-être dans certaines zones du pays, mais en dehors des zones du nord-ouest et sud-ouest, je redoute ce qui pourra se passer là-bas. Parce que là, les activistes qui sont là... Qui votent, hein, oui, on le sait. Mais est-ce qu'on vote dans une chambre? On ne vote pas dans une chambre. C'est dans des écoles, c'est dans des collèges, un peu partout. Mais le temps de se déployer, c'est vrai, ce sont les grands électeurs, comme on pouvait appeler. Mais ils n'iront pas voter dans une chambre. Chacun quittera chez lui pour y aller. Je redoute ce qui pourra se passer dans le nord-ouest. Parce qu'avec la résurgence des violences au niveau du nord-ouest, sud-ouest, je redoute fort. Et surtout que, quand nous évoluons, parce que ce problème de décentralisation, quand vous observez bien, quand vous côtoyez certains ressortissants de ces zones, pour eux, ne regardent plus tellement la décentralisation. C'est qu'on a voulu bien dire que statut spécial, beaucoup ne voient plus cela. Pendant que même certains sont en train de parler du fédéralisme, certains ne regardent plus qu'ailleurs. Sur la transfert de pouvoir. Oui, c'est autant de choses. Donc c'est pour dire, je crois que ça ne sera pas aussi pacifique que là-bas. Et aussi pour évoluer en disant que nous parlons toujours comme si ces forces de l'ordre sont vraiment des enfants sains. Ça, il y a des bavures policières, il y a des exactions qui sont passées. On doit toujours essayer aussi. C'est bien quand nous parlons tout ce qu'il faudrait qu'il y ait une coopération entre les FMO et les populations. Et je crois que c'est le souhait que nous voulons. Parce que l'armée n'est pas toujours là, la police n'est pas toujours là, la gendarmerie pour aller. Quand on appelle, on doit aller tout faire pour être comme les baïonnettes aveugles. Voyez-vous, ce qu'on a vécu tout dernièrement au palais de justice, c'est un endroit inviolable pour les avocats dans les salles d'audience. Quand on vient directement pour gazifier les avocats, alors qu'un dialogue pouvait bien s'interposer, ça c'est des choses à dénoncer. Il faudrait bien que, en redéployant ces forces de l'ordre, on essaie aussi de leur faire comprendre qu'il y a parfois des situations où il faut dialoguer. Il faut se rapprocher des populations, comprendre avant d'agir, pas seulement aller comme des baïonnettes aveugles. Nous avons une jurisprudence, je crois, le confrère aîné est là, que ce soit au niveau de l'aérodrome à Yaoundé. Bon, ils vous dit aller fauter sur quelqu'un, vous fautez jusqu'à mort. Il y a quand même à réfléchir pour dire que non. Peut-être en portant secours, ça peut aller jusqu'à la mort. On peut essayer de neutraliser la personne autrement, pas toujours par la violence. Donc c'est autant de choses. Ça nous interpelle tous, les populations, comme cette insécurité grandit. C'est bien beau comme tout dernièrement, effectivement, le gouvernement a essayé, parce que nous voyons dans beaucoup de quartiers aujourd'hui qu'il y a
une certaine vigilance. Il y a des gens, bon, à certains moments, identifiés par les gars aujourd'hui, les gars sont identifiés dans des quartiers, ils ont des tenues. Donc c'est tel qu'ils sont suivis. Et si on évolue en essayant tous, chacun devient même une sentinelle pour l'autre. La solidarité, vous voyez, avec le cas de notre frère Elimbe Lobé qui a été agressé presque à côté des vigiles. Mais si vous voyez, s'il y avait une bonne sécurité, peut-être une barrière au niveau de chaque entrée du quartier, ils pouvaient avoir un peu, les gars pouvaient être dissuadés. Ils pouvaient ne pas s'arrêter pour poser leur forfait. C'est autant de choses que Madjou Sachou, est-ce que vous pensez que véritablement les élections régionales qui sont aujourd'hui une priorité pour le gouvernement au regard de la mise en place ou du parachèvement du processus de décentralisation, que ces élections pourraient se tenir dans des conditions idoines? C'est le vœu du ministre de l'administration territoriale Paul Atangandji qui recommande une véritable implication des gouverneurs pour que cette élection se tienne sans faille, mais davantage dans un climat de transparence et d'équité totale, notamment dans la région du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Vous vous souvenez qu'au lendemain de l'enlèvement de Sa Majesté le chef d'Enso et du cardinal Christian Toumi, l'une des recommandations de Sissouni était celle d'éviter la participation de ces autorités traditionnelles dans ce processus électoral. Oui, il est vrai que on a enlevé le cardinal et le fond de Banso. Mais je tiens à vous signaler que ces gens-là qui font ces actes, qui posent ces actes illégaux, n'est-ce pas, ils utilisent la peur comme instrument, n'est-ce pas, pour faire passer leur idéologie. La personne qui accepte la peur, n'est-ce pas, cela doit être considéré comme leur complice, à mon avis. Comment ne pas accepter la peur quand on a des gens qui ont des armes, qui menacent votre vie, qui menacent la vie de vos familles, qui vous ratent et qui, au finish, demandent de il n'y a que le cardinal et le fond de ça qui habitent. Il n'y a que les deux là. C'est une population d'à peu près 3 à 4 millions. Parler de quoi? Vous savez, moi, j'aime être pratique. Parce que quand on parle d'un cas isolé, comme un cas général, c'est très délicat. Il faut noter que ces réunions qui se tiennent à Yaoundé, n'est-ce pas, l'objet principal, c'est la sécurité. Raison pour laquelle on a joint le 7 et le DGS7, ainsi que le Mindebel. Parce qu'il faut noter que, comme nous tous nous sommes d'accord, que pour qu'il y ait la sécurité, c'est le voisin qui doit être ton premier, n'est-ce pas, agent de sécurité. C'est-à-dire que la sécurité a été d'abord faite au niveau de la population. Or, si tu regardes le texte, n'est-ce pas, sur la décentralisation, il y a ce qu'on appelle police municipale. Cette histoire, cette communauté de vigilance doivent être gérées, n'est-ce pas, par les maires dans chaque, n'est-ce pas, arrondissement. C'est plus facile. Parce que il y aura le relais des informations de la mairie, plus rapidement de la mairie à la police ou à la gendarmerie que des organes de vigilance créés par le quartier. Il faut qu'on organise très bien la police municipale, de telle sorte qu'ils vont jouer ces rôles entre, n'est-ce pas, la force de l'ordre et la population. Et ce qui se passe dans plusieurs pays comme aux États-Unis. Il faut noter que la plupart des policiers aux États-Unis sont gérés par les mairies. Parce qu'ils sont dans les quartiers. Ils font des patrouilles dans les quartiers. Il y a un problème, c'est eux d'abord, avant de faire intervenir, n'est-ce pas, la police fédérale. Donc c'est comme ça que ça doit se gérer. Moi je pense, c'est à cause de ça qu'on a invité le Mindebel pour faire ces réunions pour sensibiliser les maires qui sont sur, n'est-ce pas, son contrôle. Et dans le Nozo, par exemple, quand on parle, parce qu'on revient là, on a enlevé le cardinal, on a enlevé le fond de ça, mais est-ce que le pays doit s'arrêter à cause de ça? On doit toujours accepter le dictat de ces gens-là. Dès que vous acceptez ces dictats, ok, vous allez donner des causes, comme mon confrère de l'autre dit. Et doute s'il y a la sécurité à cause de ça. Ok, vous allez les soutenir, ou bien vous êtes là pour les combattre. Donc il faut choisir. Si vous ne voulez pas les combattre, c'est vrai que vous allez les soutenir. Or, nous estimons que c'est mieux de les décourager, c'est mieux de les combattre que de les soutenir. Et donc, pour les combattre, il faut aller aux élections le 6 décembre prochain. Il faut aller aux élections. L'État assume. L'État doit assumer la sécurité de tout un chacun. C'est l'obligation de l'État et l'État va le faire. Alors, le gouverneur de la région du nord-ouest du Cameroun, Adolphe Lafide Ben Tchofo, qui a d'ailleurs pris la parole durant ces assises, a donné des assurances fermes de ce que ces élections
se tiendront dans le temps, dans le délai et avec un cordon de sécurité suffisamment impressionnant. Qu'est-ce qu'il faut mettre en place dans le nord-ouest et le sud-ouest pour permettre à ce que ces grands électeurs se rendent dans les urnes en toute sécurité? Vous savez, les élections présidentielles se sont quand même tenues dans le Nozo, même si effectivement on a remarqué que très peu de gens allaient voter. Ça a été repris parce qu'il y a eu des plaintes de la part du SDF, je crois. On a repris les élections, en tout cas législatives municipales, dans cette partie-là. Et je répète que je ne suis pas inquiet pour la sécurité des élections. Pourquoi ne pas être inquiet? Parce que d'une part, quand on dit que c'est une élection à suffrage universel indirect, on n'a pas dit que les gens ne partiront pas de chez eux pour aller voter. Ça veut dire que le corps électoral est constitué de 10 900 personnes. En fait, c'est les conseils municipaux plus quelques 200 chefs traditionnels, n'est-ce pas, qui seront les conseils municipaux qui auront voté ces élus-là. Je dis que d'expérience, quand j'étais conseiller municipal, qu'est-ce qu'on fait? Il y a un point de rassemblement où les maires regroupent tous les conseils municipaux. On va en groupe dans chaque bureau de vote voter. C'est aussi simple que ça. Les conseillers municipaux vont voter. En général, chaque mairie s'arrange à ce que tous ses membres soient là, tous ses élus soient là, et ils vont voter. On ne peut pas comparer un électorat de 10 000 personnes et un électorat de plus de 7 millions de personnes. Ce n'est pas possible, ce n'est pas comparable. Donc moi je dis et je redis que on parle de sécurité, pas seulement, il ne faut pas se focaliser sur les élections qui arrivent, les élections régionales. Il faut davantage se focaliser sur l'insécurité générale ou généralisée au Cameroun. Et pour moi, ça c'est le point focal. Je crois que là, il s'agit un peu d'une espèce de diversion que de parler, de se focaliser sur les élections du 6 décembre. Non. Mais c'était l'une des priorités des Non, c'est une fausse priorité. La priorité, c'est notre sécurité à nous, au quotidien, dans nos quartiers, dans nos villes, dans nos villages. Et plus encore dans les grandes métropoles comme Douala Yaoundé. C'est là où le taux d'insécurité est le plus élevé. Quand on veut combattre un mal, il y a quand même des statistiques qui sont présentées. Et c'est sur la base de ces statistiques-là qu'on essaie d'engager les actions, qu'on prend des stratégies. Il y a quand même, on ne dirait pas, moins d'agressions dans les zones rurales. Il y en a, c'est vrai, mais beaucoup moins que dans les grandes villes. Donc, il faut se baser sur ça. Vraiment, je crois que c'est de la diversion qui nous fait croire qu'il y aurait une insécurité énorme et incroyable le 6 décembre. Non, il n'y aura pas d'insécurité pour les élections. Je crois que là-dessus, il faut clore le débat, en tout cas à mon sens. Maintenant, ce qu'il faut, et je l'ai dit ici, il faut absolument donner les moyens à ces futurs comités d'autodéfense. Les moyens. On parlait tout à l'heure des pendules ou des barrages qu'on pourrait mettre, n'est-ce pas, à l'entrée des quartiers. Mais pas seulement. Il faut nommer dans chaque quartier des relayeurs qui puissent être là pour coordonner ce comité de vigilance. C'est très important. On ne mettra jamais, M. Payet l'a dit, un gendarme derrière chaque maison. Ce n'est pas possible. Donc, pour réduire de manière drastique le taux d'insécurité, il faut absolument mettre en place cette coopération armée républicaine et, comment dirais-je, population. C'est indispensable. Ok. Maintenant, le calendrier qui nous montre que les autorités chargées de la sécurité se réunissent est extrêmement espacé. Il faut le faire quasiment tous les mois, ou au pire tous les 2 mois. Je vous assure, le taux de meurtre à Douala, à Yaoundé, dans ces 2 grandes villes-là, c'est effrayant. C'est effrayant. Donc il faut prendre le taureau par les cornes, comprenez? Ça ne sert à rien de nous faire agiter le chiffon rouge en faisant croire que lors des élections 6 décembre, il y aura d'insécurité. Franchement, là, vraiment, je crois que là, on amuse à galérer. Vous savez très bien que les acteurs politiques qui ont mis cela, cependant, je prends par exemple, le rôle d'un gouverneur dans une région. C'est quoi? C'est le maintien de l'ordre et c'est la discipline. C'est, comment dirais-je, la sécurité. C'est son rôle. Le gouverneur, par exemple, n'est pas là pour sensibiliser, même si on reconnaît que c'est toujours humainement acceptable et convenable de sensibiliser. Mais le rôle d'un gouverneur, c'est de faire appliquer dans chaque région les lois et les règlements définis par le gouvernement. C'est ça le rôle du gouverneur, n'est-ce pas? Bon, maintenant, c'est vrai qu'il y a des gens dans les couches sociales les plus défavorisées qui ont du mal à comprendre que c'est dans leur intérêt qu'on a en place un milieu de sécurité. Donc il faut leur faire comprendre que c'est à eux d'abord, n'est-ce pas, de garder cette vigilance, de surveiller, n'est-ce pas, l'entrée et la sortie de leur quartier par des voyous qui viennent semer la terreur. Alors, ça c'est clair. Donc il faut redéfinir les rôles en fonction des priorités. Pour moi, l'élection n'est pas une priorité. L'élection va se passer comme d'autres d'ailleurs,
Hein? C'est vrai que dans le cas du Nozo, c'est quand même une politique assez exceptionnelle, parce que là-bas, il y a les ambazouniens qui sévissent, c'est vrai. Il y a des terroristes, pour le dire. Mais en dehors de ça, je suis convaincu que dans le reste des régions du Cameroun, il n'y a pas un problème particulier. Il ne faut pas affoler les foules. D'accord. Même si la sécurité en général doit rester permanente. La sécurité doit rester permanente. Michel, je suis à vous. Il y a quelques mois, lorsque cette première conférence semestrielle de gouverneurs s'est tenue, on avait notamment une thématique qui portait sur autorité administrative et renforcement de la sécurité des personnes et des biens. Vous l'avez dit tout à l'heure, c'est du bis repetita. Donc, il faut davantage accentuer la question sur cette problématique de la sécurité. Mais aujourd'hui, quand on regarde depuis janvier jusqu'en novembre, est-ce que cette première conférence de gouverneurs a eu un impact dans le vécu des populations? Quand un enseignant, au premier trimestre, dispense un cours et se rend compte que un de ses élèves n'a pas mieux assimilé le cours, il peut le reprendre au deuxième trimestre. S'il est répétiteur de l'élève, je considère que le ministre est le répétiteur des gouverneurs. Revenir sur le problème lié à la sécurité qui s'est parlé au dernier semestre de la rencontre semestrielle des gouverneurs et le ministre, soit revenu sur le plateau du débat, je considère que la leçon n'a pas été mieux assimilée par ceux qui sont appelés à l'implémenter sur le terrain. Donc on peut dire que les gouverneurs n'ont pas fait leur boulot. Ça peut être cela. Ou il peut avoir des innovations sur l'approche de la leçon. Moi je pense de manière pédagogique. On ne répète pas à un élève qui a mieux assimilé son cours et qui a eu 19 de moyenne au cours de ce cours. Le lendemain, qu'on revienne sur ça. Nous sommes sur un plateau où il y a je pense que le niveau qui nous permet de rentrer dans ce débat nous rappelle qu'un certain nombre de choses se soient ajoutées dans ce que nous sommes appelés à mener une réflexion. Je ne dis pas que les gouverneurs ont été médiocres, mais sauf que il y a des méthodes qui se sont ajoutées. Il y a une innovation qui s'est opérée. La sécurité est quelque chose de permanent. Ce n'est pas quelque chose comme un décès. C'est la mort qui met fin à toute chose. Si moi, Moussala, je meurs aujourd'hui, c'est une fin. Tout ce que je puis laisser peut faire l'objet de débats. Mais ce qui est continuel dans le domaine de la sécurité, c'est que les gens naissent et apportent des innovations. Donc il faut s'adapter à la nouvelle innovation qui s'opère dans nos cités et dans nos villes. J'ai écouté tout à l'heure Célestin qui développait l'approche avec laquelle nous devions être dans un contexte de sécurité. Moi, je suis d'accord qu'on dise que les élections du 6 décembre n'auront aucun problème, puisque c'est des grands électeurs. Bon, peut-être ceux du Nozo ou ceux qui viennent de nos villes du Nord et du Grand Nord en soient confrontés à un problème de pouvoir se déployer pour aller dans leur bureau de vote. Mais dans le contexte actuel, ce qui est évident dans le cas du Nozo, du Nord-Est et du Sud-Ouest, ceux-là iront voter, c'est les grands électeurs. Ce que disait tout à l'heure Maître Lachou, sur l'approche, c'est un problème psychologique. Est-ce que le fait qu'on ait kidnappé Monseigneur, le cardinal Christian, ainsi que le chef de soit un élément concurrent à vouloir dire que c'est le paroxysme de l'insécurité? Oui, parce que nous avions un État avec des valeurs. Et quand ces valeurs sont attaquées, je pense qu'il faut vouloir, à travers ce que, il y a une interview récente, M. Moutemé, du cardinal après son kidnapping, qui est rentré avec un autre type de message, qui vient parler du pardon et de la clémence du président de la République. Je suppose que c'est lors de son kidnapping qu'il a eu à causer avec ceux qui lui ont mis la main dessus, et qu'il est venu et demander maintenant qui est la clémence. Et je pense que nous ne pouvions pas tomber dans ce bourbier. Parce que le véritable bourbier, c'est celui de tomber dans cette tentation
où depuis 4 ans, j'ai constaté que nous allions de pardon en pardon, d'amnistie en amnistie. Mais je pense qu'il faut pouvoir, dans un contexte actuel, et je suis d'accord là quelque part avec le discours de M. Tangandi, qui demande davantage la rigueur, la rigidité dans des mesures prises par... Et j'ai écouté les sorties des différents gouverneurs qui, ma foi, à travers leurs sorties, ça sécurisé, ça peut apporter un élément additif dans notre compréhension. Donc, moi je pense que dans un contexte comme celui-ci, il n'est pas question peut-être de se limiter à des éléments qui me paraissent être des éléments d'endormissement. Secondaire. Parce que dans le contexte actuel, s'il faut qu'une république vive, s'il faut qu'une république reste debout, c'est avec des mesures qui paraissent, à mon égard, à ma lecture, être des arguments qui tiennent et qui paraissent être celles qui permettent à chaque citoyen, là où il se trouve, où qu'il se trouve, dans sa liberté, dans sa démocratie, de pouvoir se sentir sécurisé. Il faudrait que le citoyen se sente sécurisé, mais le discours tenu par le ministre et les autres membres du gouvernement, mais au-delà par les chefs des unités, rassure-t-il les populations aujourd'hui où on rentre de plein pied dans ces fêtes de fin d'année avec tous les risques que cela encourt, mais aussi dans cette période de campagne électorale en vue de ces élections régionales? Bon, c'est vrai que nous tirons vers la fin de l'année, même s'il n'y avait pas d'élection. Cette période, c'est toujours une période où il y a assez de réunions de sécurité. Parce que le mois de décembre, on multiplie les réunions de sécurité, sur le terrain, ça ne change pas beaucoup. Oui, bon, on multiplie. C'est pourquoi je dis, bon, quand il y a des stratégies sur le terrain, les malfaiteurs, ils ont aussi leur plan de guerre. Parce que c'est une guerre. Il y a une guerre entre les citoyens honnêtes et les FMO. Et il y a de l'autre côté les malfaiteurs, les criminels qui sont là. C'est autant de choses, ils ne donnent pas. Et il faudrait donc de temps en temps, pendant qu'ils cherchent à passer peut-être par la gauche, qu'on puisse les bloquer. C'est autant, donc c'est une guerre continuelle. Donc les discours, tout cela au sommet, il faudrait bien que ça rime avec le comportement des gens sur le terrain. Parce que même les gens sur le terrain, c'est pas dit quand on parle toujours de ces malfaiteurs, beaucoup de Camerounais, au moins à 80%, ce sont des gens à peu près honnêtes. Et les gens ne sont pas là pour faire des kidnappings, faire des guet-apens sur les voies publiques, là où c'est un peu obscur pour arracher les biens des autres. C'est une petite poignée. Et si réellement, il peut y avoir une collusion entre les FMO et tout cela, surtout aussi avec l'éclairage des voies publiques, c'est autant de choses que les communautés décentralisées, y compris le gouvernement, devraient faire pour essayer d'éloigner. Quand on a vu les grands criminalistes, ils ont décrit, quand les rues sont éclairées à tous les niveaux, ça contribue à pouvoir éloigner les malfaiteurs. C'est autant de choses que l'État doit faire. Et aussi, le discours, je ne dis pas pour ma part qu'on devrait caresser les vrais malfaiteurs, parce que là, si on se met à les caresser, ça va revenir, ils reviendront encore plus fort. Mais il y a toujours un certain moment, quand les malfaiteurs se mêlent maintenant de certaines populations, parce que je pas toujours pour revenir un peu au cas du Nozo, où certains sont fait entraîner croyant que c'était une voie salutaire, pouvant donner une indépendance, ce qui est quasi impossible, parce que quelles que soient toutes ces autorités. Vous avez entendu le discours l'interview du chef Banso. J'ai même pris peur quand il a pu répondre qu'il était pour un État unitaire. Et je croyais que vraiment le gars allait faire exploser son cerveau. Curieusement, quelques jours après, j'ai été informé qu'il a survécu et qu'il a été libéré. C'est autant de choses. Il y a un discours qu'il faudrait tenir avec ces gens pour qu'ils comprennent. Maître Achoudilos a parlé tout à l'heure, effectivement. C'est pas dit, il ne faudrait pas
tendre la main tellement à ces gens. Il y a un moment pour tenir un discours fort, mais il y a aussi un moment où il faudrait lâcher un peu pour dialoguer. On peut faire autant de dialogue au Cameroun, on n'a pas peur de dialogue. Surtout faire le dialogue avec des gens qui comprennent qu'on n'est pas là pour la sécession. On est là pour nous, on se dit, un État fédéral, ça peut bien résoudre des problèmes. Mais à l'heure actuelle, certains pour eux, ils disent seulement ce n'est que la sécession, ce qui est presque impossible pour la plupart des États. Bon, c'est quelque chose, l'État aussi devrait comprendre qu'à un certain moment, dialoguer, continuer à dialoguer. Il y a eu des cas, aujourd'hui, si les anglophones, pour certains, s'énervent, on n'a pas pu permettre qu'ils puissent se rencontrer entre eux. C'est-à-dire discuter entre eux parfois. La All Anglophone Conference, on a tout fait pour estorpiller, pour que ça ne réussisse pas. Pourquoi ne pas laisser les gens discuter et après dialoguer ensemble pour sortir. Ces recommandations qui sont données donnent davantage, si vous le permettez, de sécuriser mieux les populations sur le terrain. Est-ce qu'on n'est pas sur deux diapasons entre des gens qui sont dans des bureaux feutrés à Yaoundé climatisés et ceux qui vivent dans un quotidien de bois et d'insécurité? Non, je ne partage pas cet avis parce que peut-être ce que vous ne savez pas, dans chaque ville, il y a une réunion de sécurité chaque semaine. Chaque semaine. Et il faut noter qu'à Douala, le phénomène des clés 14 a presque disparu. On n'en parle plus. Et maintenant, c'est les gens qui roulent sur moto. Parce qu'ils font qui sèment la terreur un peu dans la population. Et la plupart des gens sont armés avec les armes artisanales et des couteaux. Et vous pouvez remarquer, la plupart des gens ne parlent ni français ni anglais. Donc la faute aux autres, alors pas au Cameroun. Il y a des gens, non, j'estime que on doit. Non, je parle de ce que j'ai constaté parce que vous ne pouvez pas imaginer que quelqu'un sur la moto ne peut pas savoir là où se trouve Foko à Bonabéry. Et il roule sur la moto pour aller à Bonabéry tout le temps. Par exemple, un taximan ne connaît pas là où se trouve Foko à Bonabéry. On doit commencer à s'inquiéter. Nous, lui, sans nous. Bon, parce que quand je remarque, les policiers et les gendarmes, il n'y a plus de gros ventre. Donc, ça veut dire que les gens qui sont en alerte, les gens qui sont aptes, qui peuvent contrer, n'est-ce pas, les mots des sociétés, les mots de ces mafias, qui vont confronter les mafias. C'est pour ça que tu vois même, j'ai constaté qu'il n'y a plus de gens sans tenue. Ils sont en jean et t-shirt, qui s'en vont, n'est-ce pas, arrêter certains bandits au quartier. Donc, ça, il y a un système d'information et des policiers et gendarmes capables, n'est-ce pas, d'arrêter tout ce qui se passe. Il faut seulement qu'on leur donne assez de moyens pour le faire. Parce que s'ils ont les moyens, ils ont des voitures, ils ont des téléphones, ils ont les moyens d'entrer dans les quartiers sans problème, ils vont réussir à maîtriser ces problèmes de sécurité. Quand je vous dis que si on regarde également, à cause des mesures de sécurité, il y a très peu de ces malfrats. Maintenant, on peut identifier là où ils sont. Par exemple, c'est difficile d'entendre que dans certains quartiers, n'est-ce pas, on a tiré sur les gens ou bien on a agressé. C'est très rare de nos jours. Mais c'est vrai que dans certains quartiers, c'est quelque chose qui passe de façon quotidienne. Donc on sait là où nous sommes en sécurité, là où nous sommes. Parce qu'à l'heure actuelle, si nous sortons ici, nous ne savons pas que si on nous attend quelque part comme on a attendu les bilans, c'est possible. Mais avec les forces de l'ordre que nous avons, et s'ils ont les moyens, nous n'avons plus peur de sortir même du studio pour rentrer chez nous. C'est ce domaine. Oui. On parle de moyens, tout le monde évoque la question, mais quel type de moyens? Il y a suffisamment de moyens qui ont été mis à disposition des éléments de force de défense et de sécurité, des chefs des unités administratives, mais pourtant, la situation sécuritaire reste de plus précaire. Il faut d'abord multiplier la présence des commissariats et des agences de gendarmerie dans les quartiers des grandes villes, tout au moins des deux grandes villes, Douala et Yaoundé. Parce que les statistiques démontrent très largement que le plus grand taux de criminalité se passe dans ces deux grandes villes. Bien sûr, il faut y ajouter Ngaoundéré, Bafoussam, Bamenda, etc. Encore que c'est une zone spéciale en ce moment. Ce que je veux dire, je reviens à l'instant sur ce qu'a dit tout à l'heure mon ami Michel Mouchot, pour dire que les Camerounais connaissent tout le respect et toute l'estime que nous avons pour le cardinal Christian Tounis. Je ne sais pas ce qu'il s'est dit là-bas quand il était en otage. Personne ne souhaite la prise d'otage avec Il y a les crimes de sang. C'est la République des complices.
La République affirme le droit et impose le devoir. Ceux qui ont les mains tachées de sang ne peuvent et ne pourront jamais faire l'objet. Vous croyez que ceux qui ont tué nos enfants à Kumba, à Fiango, doivent être même si on met en place 1000 comités de réconciliation, de vérité, ce que vous voulez, tant qu'on n'a pas acté le fait qu'un criminel, qu'un terroriste a tiré, a tué à sang-froid sur des cœurs innocents, ça veut dire qu'on n'a rien compris, on a loupé le coach. Donc, dans ce Donc, cas, moi je dis, le coach. il faut distinguer. Attendez, moi je dis qu'il faut distinguer, par exemple, ceux qui sont condamnés à moins de 4 ans de prison, qui peuvent faire l'objet, me semble-t-il, en tout cas le président de la République a toute la souveraineté, toute la liberté, que lui confère la Constitution pour amnistier qui veut. Maintenant, moi, mon avis personnel, sur les crimes de sang, c'est de dire qu'on ne doit jamais pardonner à ces gens-là. Ceux qui ont égorgé Fiango, croyez-vous qu'on doit leur pardonner? Mais c'est quoi cette histoire? Non, il faut distinguer les choses. Donc, je suis d'accord avec Cardinal Toumi qu'on peut peut-être amnistier ceux qui ont des courtes peines, qui ne tombent pas, et en condamnés sont très nombreux, ceux qui ont des petites peines, qui ont juste manifesté, etc. On peut les amnistier, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, M. Biya l'a fait, je crois, la libéré 250 personnes en 2019. Pour les autres, 300. On a tous été émus, à juste titre, de ces animaux qui assassinent les enfants. Qu'est-ce que les enfants ont à faire avec leur soi-disant combat? Maintenant, je veux dire une chose. Les policiers ont besoin de moyens. Il faut plus de voitures de patrouille. Il faut plus de fourgonnettes, naturellement. Vous dotez de nouveaux équipements. Encore plus performants que ce qu'il y avait hier. Encore plus performants. Il faut mieux les payer. Parce qu'il y a la petite racaille et les grands bandits, la grande délinquance. Les grands délinquants, les grands bandits sont prêts à tuer. Ils ne viennent pas avec des états d'âme. Non. La petite racaille, ils sont là pour rafistoler. Il n'y a pas de distinction à faire entre... Non, oui, je d'accord. Mais il y a la petite racaille et il y a les délinquants endurcis, les délinquants professionnels. Il y a des délinquants occasionnels, des délinquants qui en font, qui vivent de ça. Ça n'a pas de pitié, du tout. On peut rééduquer la petite au quartier, et évidemment, quand ils sont garçons, ben, c'est le banditisme. La petite racaille, quand c'est les filles, vous savez ce que c'est. Ce que je veux dire, on a souvent vu dans le quartier, certains messieurs, certains bandits, aller négocier avec certains policiers qui n'ont pas pris conscience, qui sont là comme des gardiens de la République. Que certains, ils sont fort heureusement très peu nombreux, qui sont soudoyés par ces gendarmes, ces bandits-là, et qui reviennent au quartier fiers d'eux-mêmes, de leur forfait, etc. Et qui terrorisent la population. Il s'agit de nos... Il y a une bande de petits bandits, là, de petits délinquants, qui se sont mis, c'est des microbes, hein, c'est un phénomène grandissant au Cameroun aujourd'hui, qui vient de Côte d'Ivoire, ils se sont mis à assaillir les gens qui buvaient là, à la terrasse d'un snack. J'étais avec le taximan. Je lui ai dit, il y avait le commissariat du 14e, du 10e à côté, hein, de Passy. Le 2e à Bonamoussadi, je dis, allons-y, alertez. Nous sommes les citoyens. Notre soeur, notre frère, notre cousin, notre ami peut se trouver à cette terrasse-là. Allons au commissariat directement. Et il a été exemplaire, ce petit taximan, je le salue s'il nous regarde aujourd'hui. On a alerté la police de Bonamoussadi, du 10e. Effectivement, ils sont venus en renfort. Mais vous voyez la coopération entre les citoyens et les policiers, parce qu'ils n'ont pas assez de moyens. S'il y avait par quartier au moins 2 commissariats, il faut que l'État se dote de moyens, parce que la sécurité nécessite de moyens, Michel. 700 000, voire même parfois moins. Il est clair qu'il y a très peu de distance entre la prévention et l'efficacité. Donc c'est pour finir en disant que vraiment, la sécurité est une question suffisamment sérieuse, qu'elle soit aussi, pas confiée, mais aussi associée aux populations et tout ce qui nous protège au quotidien. Nos policiers, nos gendarmes, nos militaires doivent être payés en conséquence. Ils doivent être payés en conséquence. On va prendre quelques SMS avant de faire un dernier tour de table sur cette question-là, puisqu'il faut rappeler que nous avons 2 problématiques, hein, l'une importante comme l'autre d'ailleurs. Salut, bonne guérison à M. Abel Lingoleben. Nous sommes de tout cœur avec lui. C'est Sandrine depuis Yaoundé, fidèle téléspectatrice, qui nous a envoyé son message dans le cadre de cette autre émission. Bonsoir à vous sur le plateau. Bravo à cette émission et à ces combattants qui sont sur le plateau de Tout au Clair. Bonsoir à vous sur le plateau. Non, je ne lirai pas ce message. Lui, il est essentiellement attaccatoire. Bonsoir à tous sur le plateau. Est-ce que Maître Achou qui parle fort
Alors, il vous demande si vous pouvez vous rendre dans votre village sans la présence des militaires à vos côtés. C'est Guy de Yaoundé qui pose la question. Je dois là. Bonsoir à vous sur le plateau. Je suis très d'accord avec Maître Achou lorsqu'il parle de la police municipale qui devait être également sage. Bonsoir à vous, bonne émission. Je suis gêné par le cas de M. Abel Dimbilobin, s'il vous plaît, il va plutôt bien pour vous rassurer à Achille. Je suis d'accord avec M. Célestin Djamel lorsqu'il parle de réinstaurer les comités d'autodéfense dans les quartiers. Bonne soirée à vous. C'est ma proposition dans le cadre de cette émission de ce soir. Autre réaction, bonsoir à vous sur le plateau. Le téléspectateur nous dit tout simplement que alors, la première partie n'est pas du tout du sujet, cher téléspectateur. S'il vous plaît, Saïd, depuis Maképin, il pense davantage que Maître Paéré voudrait détourner la question en venant faire croire que les avocats, dans leur posture, n'ont pas du tout n'ont pas installé un climat d'insécurité dans ce tribunal. C'est ce que nous dit ce téléspectateur. Vous donnez l'impression que vous faites plus la défense de vos intérêts que les intérêts des autres. Pourtant, on parle d'insécurité, de grande criminalité, et c'est toujours vous qui venez défendre la cause de ces grands bandits, de ces voleurs et de ces criminels tous les jours. S'il vous plaît, arrêtez de nous donner l'impression qu'on est dans une espèce d'anarchie et dans une espèce de terrorisme. C'est ce que pense ce téléspectateur qui nous a envoyé sa réaction dans le cadre de cette émission. Autre réaction qui nous a été envoyée ce soir. Good evening to the panel. The problem in Nawas and Sawas is bigger than what Barrister Achou is saying. Ask him when he later visited his village in Manu division. We need to make more concrete proposal for a lasting solution, please. 20 Raoult Tisha qui nous écrit: vous faites bien de parler de l'insécurité dans notre pays, elle est grandissante, d'où la tenue de la rencontre des gouverneurs des régions autour du ministre de l'administration territoriale pour la Tangandi. Déjà, nous souhaitons un prompt rétablissement, M. Abel Dimbilobin, et davantage, nous voulons voir plus d'action de ces gouverneurs, qu'ils quittent leur bureau, qu'ils nous retrouvent dans nos quartiers. Et quelqu'un a emprunté à l'expression de Michel, dans les profondeurs de Douala et de toutes les autres parties du triangle national. C'est Luc de BPCité qui nous a envoyé son message dans le cadre de cette émission ce soir. Bonsoir à vous sur le plateau, bonne guérison en M. Abel et Dimbilobin, mais davantage, je pense que la question de la sécurité au cœur de la rencontre des gouverneurs était une nécessité. Nous ne dormons plus sur nos deux oreilles, nous dormons avec un œil et une oreille ouverte parce qu'on ne sait jamais d'où vient le mal. Même quand on sort pour se rendre dans nos lieux de travail ou pour rentrer, le bandit est le voisin d'à côté, dans le taxi ou sur une moto. Donc, s'il vous plaît, chère autorité, faites ce qu'il y a lieu de faire, triez, livrez du bon grain pour que finalement ce pays puisse avoir des hommes dignes qui vont penser à sa construction aujourd'hui et demain. Cette autre réaction nous a été envoyée par un téléspectateur ce soir. Bonsoir à vous sur le plateau. Célestin Djamel, j'aimerais dire qu'il sache qu'il y a des vidéos dans lesquelles vous avez remis en cause la crédibilité des élections à raison de l'insécurité criarde. Aujourd'hui, vous nous dites qu'il y aura des élections dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun. Finalement, quelle est la posture qui est la vôtre au regard de la situation insécuritaire dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun et davantage dans les autres régions triangle national? C'est une question qui a été posée ce soir. Bonsoir à vous sur le plateau. Merci du débat que vous nous offrez ce soir. Il est riche d'intérêt et davantage, nous voulons voir des acteurs politiques aussi consciencieux et aussi déterminés pour le bien-être des populations. Un dernier tour de table autour de cette question sécuritaire, au-delà de ce qui a été proposé, Michel. Y a-t-il autre chose véritablement qui peut être mis en œuvre par le gouverneur des régions aujourd'hui après cette concertation pour donner plus de perspectives, plus d'aisance à ces populations?
Frédéric, je vais dire quelque chose qui me vient du fond de mon esprit. Comment comprendre que dans un contexte social dans lequel nous nous retrouvions, qu'il n'y ait pas des observations et des critiques, parce que nous n'avions pas à un moment donné accepté le sacerdoce de choisir. Depuis un temps, on peut apporter des observations à nos policiers, à nos gendarmes, à nos militaires, ce qui est tout à fait normal au vu du citoyen lambda que nous sommes. Parce que les métiers souvent auxquels nous sommes, certains de nos frères, se retrouvent en train d'exercer, ne rentrent pas dans ce qu'ils auraient aimé être dans la société. Nous n'avions plus le policier qui a aimé être policier, le gendarme qui a aimé être gendarme, le médecin qui a souhaité être médecin après qu'il ait aimé exercer ce métier. Nous avions des apparatchites. Nous avions des gens à qui on a imposé le métier d'avocat parce qu'ils se sont retrouvés à un moment donné être diplômés en droit et qui se retrouvent aujourd'hui en train d'exercer ce métier. Nous avions des journalistes qui se sont retrouvés journalistes accidentellement. Nous avions, pas parce que nous avions des policiers qui se sont retrouvés policiers. Pour qu'une société soit réglementée, il faut un équilibrage entre ceux qui ont aimé, et c'est de ça que je tenais à ce que nous disions dans notre nation. Il y a des bons et des mauvais. Des mauvais, c'est parce qu'ils se sont retrouvés dans un canal accidentellement. Les bons, c'est ceux qui pensent que j'ai aimé et je l'exerce. Nous sommes tout souvent confrontés à des pathologies où vous vous retrouvez voir un médecin. Le plus consciencieux te prendra avec les deux bras, il ne mettra pas les gants pour te soigner. Le policier qui a aimé son métier de policier te prendra avec beaucoup de style. Le gendarme te prendra avec beaucoup de style. Permettez-moi, je vais chuter par là, s'il vous plaît. Parce que votre questionnement, celui de demander exactement dans un contexte comme celui du Cameroun, est celui, même si vous mettez dans un quartier les mécanismes d'autodéfense, il faut bien que ceux qui seront appelés à défendre l'environnement dans lequel ils sont interpellés ou appelés à conquérir, à lutter contre le grand banditisme, aiment ce qu'ils pourront faire. Donc, les mairies, aujourd'hui avec la décentralisation, j'ai écouté les panélistes qui parlaient de la décentralisation et qui pensaient qu'à travers le choix, il faut un bon choix. Parce que je vis à Douala, je suis né dans un quartier où, à un moment donné, à Bonadibon, nous pensions, s'il vous plaît, prendre des hommes, des garçons qui pouvaient sécuriser le quartier. Et parmi ceux qui avaient la mission sécuritaire du quartier, il y avait plus de bandits que de... Merci beaucoup. Que ceux qui devaient apporter la sécurité à ceux qui y vivent. D'accord. Alors, on a évoqué la question ou la proposition des comités d'autodéfense, mais est-ce que ces comités d'autodéfense ne peuvent pas être contre-productifs pour la sécurité des populations? Non, la mise en place, et je le souhaite de tous mes voeux, de ces comités d'autodéfense sera encadrée naturellement. Il ne faut pas basculer d'un état de désordre à un état d'anarchie. Les terroristes, les délinquants, les grands bandits foutent la pagaille dans les quartiers et mettent les gens en insécurité. Donc, le rôle des comités de vigilance ou des comités d'autodéfense, c'est d'abord de coopérer pour le bien de tous, je dis bien de tous, avec les forces de sécurité et de défense dans les quartiers. La police, Fred Moutomé, est une institution. Elle a une organisation. Elle a hiérarchisé. On attend beaucoup de sa police. Elle vit des contributions fiscales de nous qui sommes citoyens. Bon, elle a une mission sacrée pour nous protéger. Beaucoup entraient, comme disait mon grand frère Michel tout à l'heure, dans la police par vocation, comme un sacerdoce. Aujourd'hui, de moins en moins. Parce que les salaires sont ridicules. Non, c'est la vérité. Les salaires sont ridicules. Et ça crée des tentations. Je ne veux pas jeter l'opprobre, loin de moi cela, sur une institution comme la police. Simplement, je dis que, vous savez, même en Norvège, où il y a une grande paix sociale, il y a des patrouilles.
Donc, il y en aura d'autant plus au Cameroun et dans beaucoup de pays dans le monde. Bon, c'est pour dire qu'aujourd'hui, il faut, selon nos envies, ce que l'État veut mettre en place pour sécuriser les citoyens que nous sommes, il faut donner les moyens à ceux qui ont le pouvoir et la vocation, je chute, de nous protéger. Je termine en disant, aujourd'hui, dans les écoles, on n'enseigne plus tellement ce qu'on appelait l'éducation civique et d'intégration. C'est dommage parce que ça commence par là, à ce jeune âge-là. Il faut que les enfants sachent ce qu'on appelle les emblèmes et les symboles nationaux. Je ne souhaite pas qu'on soit payé 100 000 francs par mois quand on est policier, mais quand on rentre dans la police, on doit savoir. Il y en a beaucoup qui meurent tous les jours. J'ai vu à Edouard récemment un policier qui s'est fait lyncher par les gens parce qu'il voulait défendre un criminel. Certes, son devoir c'est de remettre entre les mains de la justice ceux qui ont enfreint la loi nationale républicaine. Donc, il doit être protégé, ces gens-là. Donc, on doit multiplier ses collègues, je veux dire que les patrouilles, les commissariats, dans tous les quartiers. C'est la mission régalienne de l'État. Alors, est-ce qu'on ne fait pas suffisant déjà pour les humains de force de défense de sécurité qui contribuent donc à mettre en œuvre et en application et même en implémentation ces mesures de sécurité? Pour le moment, c'est très défaillant. Ce n'est pas possible de gérer à l'heure actuelle la situation parce que c'est très compliqué. Moi, je suis un chef de quartier. Parce que nous, en Sédico, les quartiers sont divisés. Il y a les chefs de quartier. J'ai essayé de faire, n'est-ce pas, un comité de vigilance dans mon quartier. Et j'ai demandé, n'est-ce pas, aux voisins d'essayer de contribuer chaque fin de mois, 2000, 1000 francs, ainsi de suite. Mais, à ma grande surprise, je constate que les mêmes gens qui se plaignent tous les jours, ils ne sont pas prêts à sortir 1000 francs. N'est-ce pas, pour assurer la personne qui serait dans cette barrière toute la nuit, avec les moustiques. N'est-ce pas, pour essayer de voir, pour contrôler tout ce qui entre, tout ce qui sort. L'État doit les aider. C'est pour cette raison que j'ai dit, c'est mieux cette mesure soit prise par les mairies. Parce que les mairies ont le droit, n'est-ce pas, de recruter les policiers municipaux. Les policiers municipaux qui peuvent assurer ce travail. Ils seront en tenue, ils seront payés par la mairie et ils vont assurer, n'est-ce pas, le contrôle dans chaque quartier qui se trouve. C'est la meilleure façon d'exercer plus facilement. Parce que si tu prends les gens du quartier, comme le grand Michel vient de dire, mais il n'y aura plus de bandits, n'est-ce pas, dans ces comités de vigilance que les citoyens normaux. Donc, c'est très compliqué. Il faut que le maire s'en occupe, n'est-ce pas, de son arrondissement. Il a recruté combien de policiers municipaux? Non, mais regardez, quand vous passez, quand vous avez... Non, si vous voyez, n'est-ce pas, même les policiers qui sont en route pour conduire les mototaxis et les voitures, il y en a beaucoup, hein. Il y en a plusieurs. Donc, c'est eux qui sont capables de mettre 2 dans chaque quartier et payés par la mairie. C'est possible. C'est pas impossible. C'est pour raison que, comme je dis, le Mindebel a participé à Ce qui nous interpelle en route, ce qui est surprenant, c'est que parmi eux, ceux qui demandent les dossiers de voiture, tu retrouves parmi eux des repris de justice. Il faut qu'on le dise, parce que j'en connais. Ceux qui sont censés être recrutés par la mairie, il y a des repris de justice. Donc, c'est pour ça que je parle de l'efficacité et du choix des personnes dans le dossier. La moralité a également été soulevée ici dans ce débat. Est-ce qu'il est possible d'avoir des hommes avec une forte moralité, une bonne moralité, qui participent, comme le souhaite peut-être Maître Julius Achou ici sur ce plateau, qui viendraient des mairies et qui se mettraient à la disposition de ces populations? Oui, je crois qu'il est question même que les Camerounais, dans la grande majorité, essaient de faire une introspection, essaient de se conscientiser. Et comme tout à l'heure, je suis quelqu'un parler de... dans l'ancien temps, il y avait ce qu'on appelait la morale. La morale. Et même l'hygiène. Aujourd'hui, on est venu nous dire, la Covid vient, on lave les mains. Tout cela s'apprenait à l'école primaire, dans le bas âge. Il y avait la morale, l'hygiène et tout, comment traverser la route. Nous regrettons aujourd'hui, parce qu'il faut cette éducation. Pour certains qui ont eu cela, je crois que ça tient quand même, parce que ce qu'on vit aujourd'hui avec nos enfants qui sont à la maison. Directement, on dit éducation à la citoyenneté. Ça n'entre pas en profondeur comme à l'école primaire, hygiène, morale et tout cela. Donc, il faudrait que même les parents doivent concourir à pouvoir faire cela. Parce que l'éducation, dès lors qu'on a donné une certaine liberté déjà à des enfants à rentrer à n'importe quelle heure. Ces enfants, en rentrant à n'importe quelle heure, apprennent beaucoup de mauvaises choses à l'extérieur. Et à un certain moment, ils ne maîtrisent pas. Donc, il faudrait que les parents concourent.
et que au niveau des écoles et tout consort, qu'il y a encore une bonne formation pour la moralité. Ça va diminuer à un certain moment le nombre de délinquants. Donc vraiment, il faudrait au niveau des institutions scolaires, préscolaires, scolaires et universitaires, qu'on essaye d'amener le Camerounais à comprendre qu'il peut vivre de ses propres moyens sans tellement chercher à piquer à gauche ou à droite. C'est autant de choses qu'il faut. Merci beaucoup à vous, messieurs, d'avoir participé à ce premier sujet de ce soir dans le cadre de ce programme Tout au clair sur la télévision du monde. Nous allons ouvrir la thématique en rapport avec l'expédition des lions indomptables à Maputo, au Mozambique. Ils sont allés pour les qualifications de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2022. Les lions indomptables ont remporté une belle victoire face au Mamba du Mozambique. Seulement, la belle aventure s'est très vite stoppée par cette interdiction de vol de l'aéronef mobilisé pour accompagner les lions indomptables à Maputo. Michel, peut-on qualifier cela comme étant une déconvenue pour les lions indomptables qui pourtant se réjouissaient d'avoir brillamment remporté cette victoire face à l'équipe mozambicaine? Frédéric, qu'est-ce qui a changé? De 2 rencontres, le Cameroun a remporté. Oui. Sur le plan légal, rien n'a changé. En dépit des turpitudes du voyage, sur ce sur quoi vous voulez qu'on en fasse un commentaire. Pourquoi vous parlez de turpitudes du voyage? Les turpitudes, ça veut dire que c'est des choses imprévues qui peuvent s'ingérer au cours d'un voyage. Écoutez, on vous parle souvent des trous d'avion, des trous d'air au cours d'un voyage. Je considère cela comme étant un trou d'air. Ça veut dire que souvent un plan de vol peut être bien établi et qu'on vous dise que vous atterrissez en Djamena pendant que vous devriez vous rendre au Congo. Donc voilà un peu la lecture que je peux faire. Mais dans le fond... M. Botori cache quand même quelque chose. Non, dans le fond, c'est que je suis un peu surpris qu'on s'appesantisse sur ce qui est pu arriver après le match et avant le match sur, par exemple, vous avez très bien que quand il arrive à l'heure, il n'intéresse personne, mais c'est quand il arrive à la fin, d'accord, c'est pas moi que vous apprenez cela. Et ce qui est arrivé à temps, c'est que les Lions ont remporté. Les Camerounais ne sont plus tellement bons, ils veulent revoir les Lions être rentrés sans que tout ce que nous concourions à dire. Voilà un peu... Mais ce n'est pas la question de fait. Vous dites, Michel, la question de fait, c'est la question. Je dis... Vous faisiez plus allusion à l'image du Cameroun. Non, vraiment, c'est ce qui fait sur le plan sportif, c'est normal, on a gagné à l'Euro. Je dis bien, j'ai vu le canon lors du match retour en 84 contre le Bilima. Arrivé à l'aéroport de Kinshasa, après avoir gagné le match aller à 3-0, arrivé à l'aéroport de Kinshasa, on les a fait dormir à l'aéroport. Ils sont partis et ils ont battu l'équipe de Bilima. Ben, il faut que nous prenions des exemples pareils. Ça bosse souvent l'esprit. Tout ce que les Lions ont enduré pendant leur voyage au Mozambique, c'est le résultat qui me paraît, en ce qui me concerne, important. Maintenant, le contextuel. Il y a maintenant des organismes qui sont un peu plus regardants. Est-ce que nos autorités eux-mêmes, dans cette aventure mozambicaine, le Cameroun est qualifié d'office, ce qu'il faut que je rappelle aux téléspectateurs, parce que nous sommes dans une poule où nous voulons tout simplement ennoblir la qualité footballistique des Camerounais. Les autres problèmes sont liés à l'attitude de ceux qui nous reçoivent, parce qu'ils estimaient, en ce qui les concerne, qu'ils pouvaient fragiliser le moral des Lions. Après la victoire, le match était déjà fini? Non. À l'entame, on a imposé aux Lions un test Covid. Il y en a 3 qui ont été détectés. Il y a 3 qui ont été détectés. Vous voyez que tout ça concourt. Ce n'est pas le même traitement qu'on a accordé aux Mozambicains quand ils sont venus à Douala. Donc, pour moi, j'estime que, habituellement, j'ai été dans un milieu un jour en Côte d'Ivoire, lors d'un reportage, où j'ai été très ému d'entendre dans un milieu les Ivoiriens, compte tenu du contexte politique au Cameroun, dire que faites attention, les Camerounais, c'est des gens très dangereux, capables de retournement souvent. Et moi, ça m'avait plu parce que j'étais dans un maquis. Donc, M. Moutomé, ce que vous me posez comme question, c'est de savoir, oh, les Lions indomptables,
Ce que je sais, c'est que ce n'est pas très admiratif qu'on en soit à voir notre équipe nationale après 2 matchs où ils se sont illustrés par 2 victoires qui soient confrontés à cette situation. Alors, Stéphane Djamène, peut-on comprendre ce qui s'est passé à Maputo après une belle victoire comme celle-là, obtenue d'arrache-lutte sur le terrain, quand arrivé à l'aéroport, quand vous dites que votre viol ne découlera pas parce que vous n'avez pas payé les frais de kérosène? Frédéric Moutomé, je suis presque certain que s'il n'y avait pas eu d'incident relatif au carburant de l'avion, s'il y avait eu juste le match retour 2-0, vous n'auriez pas mis ça ce soir comme sujet. J'en suis convaincu. S'il l'a fait, c'est bien parce qu'il voulait extrapoler. Et c'est à juste titre. Parce que ça déborde largement le cadre du sport, du simple football en tout cas. Moi aussi, j'ai assisté au match, j'étais adolescent. Cameroun Yaoundé et les Rangers. Au match aller à Yaoundé, c'est 1 but partout. Les Nigériens pour mettre l'enfer. Cameroun Nangongone de Tomankono. À Benin City, match retour. Ibrahim Aoudou, Nangongone. Jean-Daniel Eboué, Tomankono. Ont sorti un tel miracle que les Nigériens, il n'y avait pas de grille, autour du stade. C'est comme le stade de Léopard à l'époque, là. Tomankono était tellement époustouflant qu'ils ont arrêté le match. Ils ont dit qu'il y avait un serpent dans le filet. Donc ils sont allés fouiller, non seulement le filet de Tomankono, mais les gros shorts qu'ils mettaient à l'époque. Il y avait une espèce de gros shorts qu'ils mettaient à l'époque, là. On n'a rien trouvé. Le match est repris. 4-1. 2 buts de Mangangene. C'était extraordinaire. Sur le plan sportif, il n'y avait rien à dire. Rien à dire. Quand je transpose cette logique à ce qui s'est passé hier ou avant-hier à Maputo, on gagne 2-0 sur le terrain, il n'y a pas de problème. Les Lions sont quasiment qualifiés pour la phase finale au Cameroun. Très bien. Maintenant, l'image du Cameroun depuis 1990 est désastreuse en matière de management de la FECAFOOT. Ce n'est pas possible. Nous sommes Camerounais et fiers de l'être. On ne peut pas accepter que notre image soit traînée dans la boue comme ça en permanence. C'est pas une question de sport, Michel. C'est pas une question de sport. C'est l'image véhiculée par ces gens, ces délinquants qui sont à FECAFOOT parfois, et qui gèrent, comme des épiciers, le football camerounais. Ce n'est plus tolérable, Fred Moutomé. Je veux dire qu'en matière aéronautique, l'improvisation, ça ne doit pas exister. Ça ne devrait pas exister. Au point que, quand il y a eu hésitation, il y a un joueur de Lyon qui voulait payer par carte bancaire. Ça a été refusé. Il y en a un qui voulait payer cash, ça a été refusé. Même Joshua aussi, deuxième vice-président de la FECAFOOT, a voulu de Douala payer par le système aéronautique, ça a été rejeté, on voulait un virement bancaire. Donc, quels sont ces managers de la FECAFOOT, qui sont en 2020 quand même, qui continuent avec cette malédiction que je croyais brisée depuis très longtemps. Non, il faut arrêter ça, et je crois que la thématique de ce soir est extrêmement pertinente. Parce qu'il va bien falloir un jour que même les autorités politiques prennent cette histoire en main. C'est un mondovision. C'est la presse mondiale qui est au courant de ça. Comment pouvons-nous être Camerounais et accepter cela? Comprenez? Tout le monde est content sur le plan sportif, il n'y a pas de problème, non. On ne parle pas de sport ici. On parle de l'image à travers le sport qui est traînée sur le Cameroun. C'est pas à cause des joueurs. Rappelez-vous, Samuel Eto'o à Marrakech, ils avaient un match, je crois, à Port Saïd, en Égypte, match amical. Ils n'avaient pas reçu les primes de match. Samuel Eto'o convainc ses camarades de ne pas bouger. Moi, je crois qu'il a lancé un pavé dans la main et aujourd'hui encore, on retrouve les mêmes travers. Les mêmes causes produisent les mêmes conséquences. Il faut un jour... Je ne pense pas. Je ne pense pas qu'il faudrait cristalliser ou... Non, il ne faut pas... C'est pas les joueurs. C'est pas les joueurs. C'est pas les joueurs. Je crois qu'il m'a repris sur un sujet dont je préfère. Non, je suis tout simplement sur le domaine de l'image. Et si vous estimez que un vol qui part du Cameroun pour le Malawi, pour le Mozambique, on aurait pu mettre des cargaisons d'essence comme passagers pour qu'après le match... Non. Là, c'est l'extrapolation. Là, c'est l'ironie. Non, tu es dans l'ironie. Moi, je suis dans les faits. Tu es dans l'ironie. Non, c'est pas une question ironique. Moi, c'est une question qui ne date pas d'aujourd'hui. Non, ça ne date pas d'aujourd'hui. Je suis
Je partage ton avis Voilà. sur l'image de l'équipe nationale et même du Cameroun Bien sûr. hors de nos frontières. Oui. Mais je veux tout simplement dire, dans le contexte et dans ce qui s'est passé, ce n'est pas au-delà de ce que les commentaires peuvent partir de n'importe qui. Il y a eu un problème de compréhension. Merci beaucoup, sur la Michel. Compréhension seulement. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Avec Alors, les autorités s'il vous mozambicaines. plaît, nous avons rencontré en ce jour un expert en aéronautique camerounaise qui nous précise que il y va du manque de sérieux de la compagnie. Est-ce que vous partagez son point de vue sur la question? D'abord, il manque de sérieux de la compagnie, donc le débat se transpose maintenant sur Cameco. C'est le point de vue de cet expert qui nous a d'ailleurs donné quelques éléments en disant que bien que ce soit l'équipe nationale camerounaise qui était dans ce vol, ce sont des passagers dans un vol commercial à destination de Maputo, au Mozambique. Donc forcément, la compagnie engage entièrement sa responsabilité dès le départ jusqu'au retour de l'équipe nationale. Bon, oui, sur ce plan, nous savons que Cameco ne se porte pas si bien. Mais quand même, avant d'y arriver, je voudrais dire que c'est une honte pour le football en Afrique, parce que je crois que ce n'est pas gratuitement qu'ils ont refusé d'autres moyens de paiement. Quelque part, Tout à fait. la déculottée, l'expédition punitive que les lions indomptables sont allés là-bas, leur infliger, c'est ça qui stigmatise une certaine jalousie. Et pour que le Cameroun revienne, il faudrait poser des problèmes. Et c'est aussi le Cameroun connaissant déjà, parce que ce soit Célestin ou Michel, ils ont démontré que le Cameroun n'est pas à son premier coup. On nous déteste toujours tellement quand nous sommes à l'extérieur. Alors là, il faudrait qu'on prépare souvent, qu'on se prépare pour ne pas être surpris. Tout à fait. Pour ne pas être surpris. Que ce soit les dirigeants de l'Africa Foot, que ce soit cette compagnie, si tu sais peut-être engagé volontairement pour y aller, il fallait prévoir les moyens de pouvoir mettre le kérosène pour le retour. Il a bien dit, ce n'est pas dit qu'on devait décharger le joueur pour mettre des tonnes de kérosène pour ne pas en manquer. Le réservoir a une certaine contenance. Et après un vol, on doit se ravitailler. Ça se fait dans tous les aéroports du monde. Pourquoi en Mozambique seulement? Et malgré tout ce qui se passe, même diplomatiquement, on sait bien, est-ce que le Cameroun peut rentrer et ne pas payer? On dit des gens qui ont proposé des méthodes de paiement. Mais sachant que quelque part le Cameroun peut être faible, il propose une piste où il a fallu du temps pour qu'on réalise cela et pour que le Cameroun rentre. C'est une honte pour l'Afrique. Que les Africains essaient, parce que ça se passe toujours plus en Afrique. Et ça se passe toujours plus avec le Cameroun, dont les autorités sont interpellées que des sorties pareilles, qu'on mette tous les moyens en jeu pour ne pas faiblir, pour ne pas tomber dans leur trappe. Parce que pourquoi la délégation s'est déplacée? Pourquoi ne pas avoir en espèces assez de moyens? Parce que c'est comme un malade, quelqu'un arrive là-bas, dans les hôpitaux, un cas urgent, ils vont poser toujours ce problème de payer cash. Quelqu'un un jour peut comme ça mourir. Il faudrait, quand on se déplace, qu'on ait assez de moyens. Il y a des mallettes. Les mallettes ont défilé parfois ici au Cameroun, c'était entre Paris et États-Unis. Ça veut dire qu'il y a quand même un minimum qu'on peut se prémunir en espèces pour voyager à la sécurité. L'équipe ne circule pas sans avoir des agents de sécurité. Il faut toujours prévoir cela pour ne pas tomber dans des trucs aussi ridicules que ça. Les gars ont bien gagné. Le temps de revenir au Cameroun, ils passent une nuit blanche au niveau de l'aéroport. C'est vraiment terrible. Mais attention, c'est l'image du Cameroun qui a mal. L'expert nous parle de ce que le mode de paiement cash n'existe pas dans le système aéronautique mondial. Que là-bas, ça ne marche pas comme ça. Dans ce système-là, il y a ces codes, il y a ces canons qu'on doit respecter et que la compagnie, en affrétant cet avion, connaissait tout ce process. Non, je ne suis pas d'accord avec l'expert parce que il s'agit d'un charter party. Donc la charter party est un contrat qui détermine, n'est-ce pas, les obligations des parties. Pourquoi depuis tout ça, on n'interpelle pas les gens de Cameco? C'est l'Africa Foot qu'on interpelle. Donc il faut qu'on arrête, n'est-ce pas, de commencer à partager le blâme sans savoir de quoi s'agit-il. Il faut quand même d'ailleurs féliciter Cameco d'avoir affrété un avion pour aller jusqu'à Mozambique. Un pays dans lequel nous n'avons pas de relations diplomatiques.
Ils ont fait comment pour y arriver? Ils ont fait comment pour payer dès le départ? Il faut noter que le problème c'est 2000 $. Et si c'est 2000 $, qu'on va bloquer un avion, n'est-ce pas, de quitter le Mozambique ou l'autre, 2000 $, c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il y a 2000 $? Parce que c'était ça le problème. 2000 $? Oui! Non, je sais pas. Moi, je dis que c'est 2000 $. Ouais, mais vous n'avez pas suivi l'histoire. Il faut noter, voilà ce qui s'est passé. Arrivé à Mozambique, le premier jour a été payé en espèces. Ils ont pris l'argent. Lorsqu'ils ont été déculettés sur le terrain, c'est sûr que les gens se sont fâchés là-bas. Donc ils ont décidé de nous donner, de nous faire des... Non, on dit la vérité. Ils n'étaient pas contents. D'où le Cameroun était prêt pour quitter rapidement, pour ne pas avoir des amis avec la population. Arrivé à l'aéroport, on les a dit, monsieur, malgré le fait que le plan de route était accepté, votre avion ne peut pas décoller parce que vous n'avez pas payé le carburant. Comment ils ont dû mettre le carburant avant de demander le paiement? S'ils ne savaient pas que le Cameroun était en mesure de payer. Mais dans tous les cas, les 2 millions $ étaient là. On voulait payer parce que c'est pour le Cameroun, c'est seulement 1 million de francs, c'est rien du tout. On devait payer en espèces en dollars, ils ont refusé que donc, il doit avoir un virement. Mais il faut noter que pour faire un transfert du Cameroun à Mozambique, ça peut prendre au moins des semaines. Parce que la monnaie, on a une différence de monnaie, on n'a pas les mêmes banques centrales, on n'a pas les mêmes façons de traiter la monnaie. Ils ont les banques centrales, nous avons le nôtre. Mais il n'y a pas une véritable connexion entre les deux. On a dit que c'est très compliqué parce que pour le faire, ça peut prendre au moins 24 heures, 48 heures. Ça veut dire que les joueurs vont rester à l'hôtel et autres et payer encore le frais supplémentaire. Pourquoi? Les joueurs ont proposé de payer par les 4. Ils ont refusé. Pourquoi? C'est mal, n'est-ce pas? C'est pour nous. Ils ont fait ça pour nous au Cameroun. C'est tout ce qui... Non, parce que si tu vois les journalistes là-bas, ils disent que le Cameroun n'a pas besoin, n'est-ce pas, de se qualifier. Pourquoi les bloquer? Parce que quand tu es organisé au Cameroun, on n'a pas besoin de tout ça. Pourquoi on le pensait? Apparemment, ils ont 4 points. Ils espéraient avoir quelque chose, n'est-ce pas? Un match nul. Non, ça n'a pas eu lieu. Ils sont frustrés. Ils ont décidé de frustrer également le Camerounais comme il peut. Ce n'est pas un problème de Cameco, parce que si c'était Cameco, c'est Cameco qui devait être interpellé à payer. Bon, qui devait payer? Mais la personne qui devait payer était prête à payer, en espèces comme ils ont fait. Comment on a traité les Mozambicains ici? Est-ce qu'on les a frustrés comme ça? Ils n'ont pas payé également au Cameroun en espèces? Bon, il faut essayer de voir que cette histoire, c'est à cause du football. Comme on a bien dit, on a joué même en Arabie Saoudite. Ils ont venu un chien pour aller visiter le goal de Thomas Kolo en Arabie Saoudite. Et en disant que dans le monde, n'est pas Camerounais, des choses comme ça. Le Cameroun a toujours subi. On doit toujours être prêt à subir plus que ça. Mais nous savons que c'est parce que nous sommes les meilleurs. Michel, est-ce qu'on doit simplement mettre ça sous le coup d'une volonté manifeste des Mozambicains de vouloir manifestement humilier le Cameroun au regard au lendemain de cette victoire, ou alors de se dire qu'en réalité, la part de responsabilité du Cameroun est qu'il n'a pas pris toutes les mesures nécessaires pour garantir le retour de ces joueurs au Bercail. Il faut avouer que je ne suis pas de ceux qui peuvent dire que du côté camerounais, la méthode prévisionnelle n'est pas quelque chose de toujours acceptable. Mais je veux dire que quand vous parliez, l'honneur, c'était la victoire. J'insiste là-dessus parce que les Camerounais, ce qu'ils voulaient, c'est la victoire. Et ce qui s'est passé, M. Moutomé, j'insiste là-dessus, c'est que il y a des manquements de deux côtés peut-être, côté camerounais. Mais je dis, je suis un passager dans un avion, quand j'atterris dans une ville, le jour où je décolle, quand je prends mon billet, c'est que les conditions de la compagnie qui me transporterait sont complètement comblées. C'est-à-dire que je prends mon vol en toute quiétude pour gagner le lieu où j'y vais. Donc, aujourd'hui, vous vous posez, et nous nous posions bien tous des questions, qu'est-ce qui peut se passer? Parce que quand vous voyez l'artillerie d'intervention financière qui s'est opérée entre les footballeurs, les joueurs, les encadreurs, chacun était capable de sortir 2, 3, 4 000, même 5 000 dollars pour que, en fait, ce qui animait cette réaction qui s'est opérée subitement de par les footballeurs, ça veut dire que
en réalité, ils étaient fiers d'avoir fait la mission qui leur a été confiée. Donc, gagner en aller et retour. Maintenant, nous savions tous que ces manquements rentrent dans les habitudes, mais il faut modifier des Camerounais, parce que ce n'est pas la première fois. Je peux bien comprendre Célestin qui pense que il faut pouvoir revenir à ces différents manquements et que ça ne soit pas Sauf que c'est récurrent, c'est devenu une espèce de rhétorique. En fait, chaque fois que les gens sortent, il y a toujours des espèces, permettez-moi l'expression, d'insolites qui se greffent à de très belles prestations dans l'indentable. Pour le finish, on a le sentiment que, si vous permettez également, que c'est l'histoire de vous n'avez qu'à regarder ce qui se passe autour du sport camerounais. Si vous voulez bien qu'on fasse au glissement, on va faire ce glissement. Regardez ce qui se passe entre la Fédération camerounaise de football et la Ligue nationale, la Ligue professionnelle de football. Nous avions des problèmes sur lesquels nous devions nous interroger, à savoir si le pays est gouverné. En fait, c'est des entités autonomes. Quand on voit l'organisme qui régit le sport dans le monde, c'est-à-dire que la FIFA qui implémente un certain nombre de choses. Mais nous sommes dans un contexte où chaque citoyen devait être interpellé, à savoir s'il est là pour rendre service à la nation, s'ils sont là pour se rendre, pour se faire les poches. Parce que c'est de ça qui s'est agi, M. Moutomé. Nous avions dans ce pays aujourd'hui des véritables braqueurs qui n'ont rien à voir avec ce que le peuple attend d'eux. Et ils vivent continuellement avec nous. Ils posent des actes comme si la République leur appartenait à eux. Pendant qu'en réalité, la société, la nation attendent des choses qui sont positives dans le sens de faire avancer l'idéal social. Nous n'y sommes plus. Il faut que nous le disions à haute intelligence. Dans certains domaines, et le sport, le football, j'ai la suffisance à nous démontrer que nous prenions avec nous dans notre société camerounaise des individus, souvent, et ça dépend de la constitution de ceux qui les mettent à des postes, ou c'est les lobbies qui se sont installés dans ce pays pour dire que chacun tient l'autre. Nous vivons une société, vraiment, permettez-moi de le dire, parce que me pousser à bout, je fais le... Je vis entre 6 ans, je suis dans la liste politique. J'écoute les Ndjamens, tout ce monde. Mais nous crions notre société avec le souci de voir qu'une société camerounaise peut être régentée, peut suivre au moins des choses qui paraissent être classiques, auxquelles on ne devait pas nous tirer vers le bas. D'accord, on ne va pas nous tirer vers le bas, Michel. Célestin, ailleurs, les sélections sont orientées, sont accompagnées par tout un encadrement nécessaire. Est-ce qu'on doit penser que le Cameroun, et notamment sa sélection, doit toujours aller de travers en travers? Ou alors, il faut stopper la saignée et repenser le cadre? D'abord, je voudrais dire que je suis très ravi par le constat, enfin, de mon cher aîné Michel Michaud, sur les braqueurs parmi nous. Oui, parce qu'à la FECAFOOT comme ailleurs, il y a des gens qui sont là pour se servir d'abord. Est-ce que le problème c'est la FECAFOOT alors? Le problème, c'est que la Camerco vient s'y greffer. Le problème, c'est déjà la FECAFOOT. Même si l'équipe nationale de football du Cameroun appartient à l'État, mais c'est la FECAFOOT qui gère les Lions. Attention. Notre équipe Fagnon appartient à l'État du Cameroun. Mais la gestion l'est par l'association qu'on appelle FECAFOOT. Il faut bien savoir une chose. Maintenant, donc, Michel a posé une problématique extrêmement intéressante. La probité des gens à qui on a confié les affaires de la République, y compris dans le football. Maintenant, il faut savoir qu'au jour d'aujourd'hui, oui, vous avez vu que les Mozambicains, on ne les a pas poursuivis en justice, parce qu'ils n'ont pas accepté ni le virement, ni n'ont pas accepté ni le cash, ni les cartes bancaires. C'est bien parce que dans certains pays, aujourd'hui. Non, oui. Certains pays, il y a parfois les salaires qui sont refusés quand on a en espèces. Il y a des législations qui divergent selon les pays. Prenez le cas de la France, par exemple. Au-delà de 1 000 euros, il faut payer les gens par virement, ou par chèque, à la limite, mais pas en espèces. Même si l'euro a cours légal, même si l'argent a cours légal, c'est vrai, mais il y a des encadrements juridiques qui font que des fois, vous devez payer dans tel ou tel système. Maintenant, j'ai envie de dire que, vous savez, l'amateurisme, c'est les amateurs qui ont inventé le professionnalisme.
parce qu'ils en ont eu marre d'être amateurs, ils ont inventé le professionnalisme. Donc, le professionnalisme, c'est l'éradication des erreurs. Et là, je stigmatise aussi bien Camerco que les Lions, que la FECAFOOT. Parce que Camerco aurait dû savoir, vous le savez, dans le monde aéronautique, il n'y a pas d'improvisation. Pas du tout. Donc, il devrait savoir qu'il ne faut pas donner le bâton pour se faire battre. Même si c'est 2000 euros, 2000 $. Il fallait éviter ça. On devait se prémunir à l'avance. C'est ça être professionnel. C'est-à-dire que c'est la rigueur, c'est, comment dirais-je, être régulier, tout simplement. Ça n'a pas été le cas. Donc, si nous voulons évoluer, ça fait 30 ans que ça dure cette histoire-là, il faut savoir, à un moment donné, ne pas toujours, je veux dire, que traficoter, négocier avec nos propres erreurs, il faut les reconnaître pour avancer. C'est la moindre des choses. Pour plus que ça recommence, il faut que Camerco, qui a d'ailleurs eu un impact économique, parce qu'ils ont dû prendre une lettre d'excuse pour les passagers, qui auraient dû voyager, n'est-ce pas, avec ce même vol. D'ailleurs, c'est quand même assez désolant qu'une compagnie aérienne ait une faute d'un avion. C'est quand même assez lamentable. Pour notre pays, pour l'image du pays. Vous imaginez que le vol qui devait partir de Douala à Garoua, de Douala à Yaoundé, attend le vol qui viendrait de Maputo. Mais attendez, c'est quand même extrêmement grave. Voilà qu'il y a eu un incident. Comment on fait? On est obligé de prendre une lettre d'excuse pour envoyer au client. Est-ce qu'on va dédommager? Je n'en suis pas certain. Non, l'avion faisait la... Non, je dis que Fred Boutomé pose un problème d'image du Cameroun. Je suis tout à fait d'accord. Ces erreurs devaient être terminées déjà. Ils devaient être derrière nous. On ne peut pas continuer à pomponner une compagnie ou des gens à la FECAFOOT qui font tout et n'importe quoi pour ternir notre image. Donc c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Donc moi je dis simplement qu'à l'avenir, il ne faut plus que ça recommence. On n'a pas à mettre les joueurs à contribution pour payer par cash ou par carte bancaire, n'est-ce pas, les dettes d'une équipe nationale. Ils sont là pour jouer et pour faire du résultat. Imaginez-vous qu'on aurait perdu. Mais ces joueurs auraient pris la peau de scampette. Certains seraient partis comme Matip qui joue maintenant, qui a refusé l'équipe nationale, pour justement des choses d'amateurs. Il faut arrêter avec ça. Il faut mettre the right man at the right place. D'accord, il faut mettre the right man oui, at the right place. Trop. Mais en même temps, hier, le paiement qui a été refusé a été accepté finalement aujourd'hui. Les Lions ont quitté Maputo pour le Cameroun via l'aéroport international de Douala. Donc un happy end pour les Lions, mais davantage pour passer le fair play. Et qu'est-ce qui peut justifier que le paiement d'hier refusé soit accepté aujourd'hui? Non, on voulait seulement humilier le Cameroun. Ils ont réussi. Ils ont réussi parce que ça n'a pas de sens. Le premier jour, on a payé en espèces, vous avez accepté. Le deuxième jour, vous refusez. Vous nous faites pas perdre toute une journée avant d'accepter le lendemain. Donc ça veut dire qu'on a payé l'hôtel encore pour une nuitée. Et en plus, les gens sont restés dans la zone internationale. Les frais d'aéroport également, une unité. Non. Mais ils sont retournés à l'hôtel. Ils ont passé une unité là-bas. Donc il faut imaginer, c'était ils ont humilié les Camerounais parce qu'ils étaient fâchés, n'est-ce pas, de cette défaite. Il n'y a rien d'autre. On ne peut pas s'expliquer. Je ne peux pas blâmer. Non, je ne peux pas blâmer Cameco. Je ne peux pas blâmer les Lions ni la FECAFOOT. Parce qu'ils ont pris des mesures. Ils étaient là prêts, n'est-ce pas, pour affronter, n'est-ce pas, toute difficulté. Alors pourquoi on n'a pas payé lorsqu'on est arrivé immédiatement pour les 2 journées en se disant que... Est-ce que ça se fait comme ça? Ça peut se faire aussi, on peut payer à l'avance. Vous pouvez imaginer qu'arrivé là-bas, le président Mozambique décide d'inviter l'équipe nationale. Ce n'est pas une défense. Non, il faut dire ce qui se passe. C'est pas une défense du RDPC. L'équipe nationale, c'est pas le RDPC. Qui parle du RDPC? Tu me donnes l'impression que tu on parle d'un problème. Vous savez, à une méthodologie qui est récurrente. Et 2 jours à on peut parler. C'est vous qui avez la parole de trancher. C'est comme ça que vous faites tout le temps. C'est pas comme ça que vous faites tout le temps. C'est le plan ici. Vous savez, chaque fois que vous parlez comme Aurore. C'est un journal. Mais pourquoi vous avez parlé aux autres? C'est parce que non, votre journal s'appelle Aurore. Donc tout ce que fait, il y a un peu d'Aurore là. C'est pour ça que non, il ne faut pas mélanger les pédales. Nous sommes là parler football. Vous voulez blâmer les Cameco, blâmer le FECAFOOT et autres, alors qu'ils étaient là prêts pour régler les problèmes qui se posent. Vous m'avez demandé pourquoi ils ne pas payer par avance. Est-ce que c'est comme ça que c'était négocié? Vous savez qu'on peut arriver même dans un pays, le pays hôte décide, n'est-ce pas, de vous donner une réception. C'est ça arrive souvent.
Donc ça veut dire qu'il y a des choses... C'est aléatoire, mais le problème, c'est que cet argent qu'on a refusé hier, on a accès ça aujourd'hui. Mais peut-être par générosité, parce que c'était en droit de refuser. 2 000 $. Mais pourquoi pas? Vous savez combien le Cameroun a dépensé pour y arriver? Mais pourquoi on a donné l'opportunité de faire les sociétés aériennes, n'est-ce pas, ont ce qu'on appelle IATA, qui gère, n'est-ce pas, les problèmes entre les sociétés aériennes. Donc ça veut dire que si une société aérienne ne paye pas ses factures, IATA va intervenir. Donc ça ne peut pas poser problème. Demain, à vos experts, si je manque, ça ne peut pas poser problème. Parce que IATA est là comme le régulateur. Lorsqu'il y a des difficultés en matière aérienne, il faut se référer à IATA. Comme lorsqu'il y a des difficultés au football au Cameroun, on se réfère où? À la FIFA. Je suis pas d'accord. Maître Paul Païri va sortir avec vous certainement autour de cette question, même si Sébastien n'est pas d'accord. Je n'ai pas tout à fait d'accord sur la question. S'il vous plaît, monsieur. Merci. Vous défendez un peu. Maître Paul Païri. Oui. On va pouvoir se dire que c'est une fois heureuse pour les Lions. L'avion est revenu. La compagnie va continuer à faire ses vols, même s'il y a eu des manquements qui ont eu des incidences sur le dessert national. Finalement, on a trouvé un compromis, mais ce compromis a davantage terni l'image. Que ce soit à l'interne, s'il vous plaît, que ce soit à l'interne ou à l'international. S'il vous plaît, Maître Chaud. Je me dis un peu pousser un ouf de soulagement dès lors que l'équipe rentre. Mais ça interpelle le Camerounais. Parce que ne nous voilons pas les yeux, les mécanismes pour arriver à la gestion de ces grandes institutions telles que la FECAFOOT, il faut voir la genèse quand quelqu'un y arrive. Vous voyez, même les élections régionales, vous savez, le système en place a son système de faire des choses. La mairie de la ville, vous voyez, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, c'est autant de choses quand on parvient d'une manière parachutée. On ne peut pas bien gérer. Vraiment, apprenons à dire des choses. Les élections au niveau de la FECAFOOT ne se sont pas déroulées dans la transparence. On fait toujours, on oriente pour dire que peut-être c'est le fils d'un tel qui doit le faire. Faut-il que ce pays soit géré rien que par les pères et les fils? C'est autant de choses. Et là, voilà, c'est ça, là on dit que le maçon au pied du mur. À peine voilà, je crois depuis que la nouvelle structure est mise sur le nouveau gouvernement de la FECAFOOT est mis sur pied, voilà un incident qu'ils n'ont pas pu gérer de manière efficace. Parce qu'une nuit de plus passée, si ces gens étaient des gens vraiment bien qualifiés pour pouvoir le faire diplomatiquement même, et pouvaient bien jouer avec les gens de la fédération, ça veut dire qu'entre eux-mêmes, ils ne se communiquent pas. Parce que la diplomatie participe de cette manière. Voilà qu'on a pris tâche d'huile avec une grande victoire sur la Mozambique, et la Mozambique a bien voulu nous souiller. Nous n'avons pas pu contourner la souillure. Nous sommes rentrés, ils ont pris les mêmes francs, les mêmes espèces qu'ils refusaient hier. Donc il faudrait que ceux qui dirigent le football, qu'on essaie de mettre à la place des gens capables. Et pas seulement le favoritisme par des couloirs comme on le fait. On sait comment ça a été fait jusqu'à ce jour. Il faut retenir certainement une leçon de cette contribution. Oui, Célestin, très peu de mots, s'il vous plaît. Il faut savoir tirer des leçons de nos échecs. Qui aime bien Fred Moutouma, si vous êtes mon ami, il va falloir un jour que vous me disiez mes 4 vérités, pour me faire avancer, que je prenne conscience aussi de mes erreurs. Châtions la caméra, châtions la FECAFOOT, pour leur demander de faire mieux demain. Les Mozambicains vont venir à Douala comment? Aller-retour, ils sont repartis à Maputo sans problème. De carburant ou je ne sais quoi. Rappelez-vous en 2002, la Coupe du Monde en Corée et Japon. Les Lions ont fait 11 voyages, 11 jours de voyage, avec arrêt forcé en Thaïlande. Tous ces problèmes de mismanagement. Ce n'est pas possible de continuer comme ça. Ça fait très longtemps que ça dure. Ça fait 30 ans que ça dure. Il faut arrêter avec ça. On est quand même capable de donner une belle image en matière de sport, mais aussi une belle image en matière de management. Il y a les Camerounais valeureux, les Camerounais capables de la ressource humaine. Donc arrêtons de couvrir comme ça les gens qui font des erreurs, qui se servent d'abord. C'est ça la cause des problèmes. Donc quand on aura établi ça, on mettra les bonnes personnes à la bonne place. Et ça sera mieux pour l'image du Cameroun. Et c'est pour ça qu'il y a cette thématique d'aujourd'hui, parce que je suis convaincu que ça dépasse largement l'objet sportif. C'est ça le truc en fait. On gagne des coupes, on est une grande nation de football. Mozambique, c'est un petit pays de football, évidemment. Avec tout le respect. Avec tout le respect, c'est un petit pays, une petite nation de football. Le Cameroun est une grande nation de football. Hein, c'est la première nation avec l'Égypte ex aequo en matière de Coupe d'Afrique, par exemple. Ça compte. Donc, c'est pour dire qu'on n'a pas de problème sur le plan de la technique footballistique.
on a des éléments extrêmement doués depuis longtemps, depuis Tokoto jusqu'à aujourd'hui, Puntonji. La question, c'est davantage l'administration. Comment est-ce que l'équipe nationale s'administre? Et c'est des défaillances en n'en plus finir. Est-ce qu'on doit continuer comme ça? Je dis non, il faut frapper du poing sur la table. Le politique a droit à un mot, peut dire quelque chose. Hein? La DPN doit avoir plus de pouvoir. Hein, sur le management de l'eau rentable. Ce n'est pas possible. D'accord. Merci beaucoup, Célestin Jamin. C'était votre dernier propos. Maître. Je vais ajouter que nous aurons le Mozambique en face, n'est-ce pas, pour le mondial. Donc, comme vous dites, si c'est une leçon qu'on vient d'apprendre, est-ce que le Cameroun, n'est-ce pas, doit les traiter de la même façon? Le Cameroun est au-dessus de ça. Je vous ai dit que le Cameroun a été toujours maltraité ailleurs. Mais on a toujours subi. On a toujours subi, mais on a toujours resté grand. Le Cameroun est resté grand à cause de ça. C'est ça qui nous rend fort. Merci beaucoup. Les défis. Michel, en 2 mots, s'il vous plaît. Moi, je suis heureux que l'Algérie se soit qualifiée. Et vous savez bien qu'il y a un footballeur camerounais enterré au cimetière de Ndoksimbi qui a été assassiné au cours d'un match de football. Moi, je souhaiterais que quand les Algériens viendront au Cameroun, qu'on leur fasse faire un tour au cimetière de Ndoksimbi, qui voit le footballeur, comme ça peut au moins changer une attitude. Ça n'était pas la question. Non, la question davantage on parlait de leçons à retenir. Non, la leçon, c'est une des leçons parmi les deux que j'avais à donner. La deuxième, c'est qu'on arrête de nous mettre des prébandiers pour diriger le sport camerounais. Merci beaucoup, Michel, pour cette autre contribution. On va prendre quelques SMS pour sortir définitivement ce programme de ce soir. Célestin Jamin, bonsoir. J'ai beaucoup d'admiration pour vous. Vous méritez plus au sein de la formation politique que vous méritez. Vous faites preuve d'une lucidité politique à nul autre pareil. Beaucoup de courage à vous dans le cadre de vos débats télévisés. Bonsoir à vous sur le plateau. Et courage. Les Lions d'Antan en allant au mondial japonais ont toujours souffert à la CAN 94 en Afrique du Sud. C'était la même chose. La gestion de l'équipe nationale doit revenir aux professionnels et le Cameroun en a fort besoin. Bonsoir à vous sur le plateau. Bon rétablissement pour M. Abel Ndilobé. Merci beaucoup à vous pour le professionnalisme toujours vouloir soutenir le gouvernement dans ses turpitudes. M. Moutouma, la compagnie n'a rien à voir. Il n'y avait aucun expert à consulter sur la question. Les membres de la FECAFOOT devaient purement et simplement payer la facture qui leur a été servie. C'est une question, alors c'est une contribution qui nous a été donnée. Bonsoir à vous sur le plateau. Nos policiers et gendarmes sont pour la plupart des péages installés dans nos villes que de véritables acteurs de sécurité. C'est Brice Dendi qui nous envoie son message pour la fédération. Condamne davantage cette fédération à une femme et on verra si les choses ne changent pas. Bonsoir à vous sur le plateau. L'avocat sur le plateau est loin de maîtriser les rage de cette situation, s'il vous plaît. Pour une fois, cette affaire ne concerne pas la FECAFOOT, plutôt la compagnie nationale aérienne La Cameco. L'expert a entièrement raison. Suivez la piste de l'expert et n'oubliez pas qu'on ne fait pas confiance à la compagnie nationale aérienne nulle part ailleurs. Merci et bonne émission à vous. Bonsoir à vous sur le plateau. Urgent, les Lions sont de retour au Bercail, c'est le plus important. La FECAFOOT, mon Dieu, mérite d'être exercisé. Bon débat. Roland de Yaoundé qui nous a envoyé son message dans le cadre de cette émission. Bonsoir à vous sur le plateau. C'est de la l'amertume. C'est une énième mauvaise image véhiculée par cette autre actualité qui touche le indomptable du Cameroun. Avec ça, un joueur pourra refuser de venir jouer en sélection nationale. C'est Achille qui me revient. Bonsoir à vous sur le plateau. L'avion ne vole pas avec un plein de carburant à chaque aéroport. On complète donc Cameco ni la FECAFOOT n'ont aucun problème. Monsieur Balam Vendeur de Yaoundé qui nous envoie son message. Bonsoir à vous sur le plateau. Et à tous les fans de la télévision du monde, je voudrais que, s'il vous plaît, il n'y a pas de représentants
Dieu merci qui soit à l'encontre de cette actualité de ce jour. Le message est assez torride ce soir. Bonsoir, dites-moi s'il vous plaît, s'il y a un représentant exclusif du peuple camerounais sur un plateau, les panélistes qui parlent toujours en soulignant que les Camerounais ne veulent pas ça. Ils parlent de quel Camerounais, Razak, qui nous envoie son message également dans le cadre de cette émission. Plusieurs autres messages qu'ils ne pourront malheureusement pas lire ce soir. Le temps imparti à ce programme est arrivé à son terme. Merci à vous tous, mesdames, messieurs, qui continuent à nous faire confiance. Le lundi, le mardi, le mercredi sur la télévision du monde à 21h. Merci également à nos invités, Célestin Jamel, mais également à Maître Paul Paire, Maître Julius Achou également, sans oublier Michel Moussa, notre consultant. Mesdames, messieurs, c'était tout clair de ce mardi. Retrouvons-nous ce mercredi, si plaît à Dieu. Ne manquez donc pas de rendez-vous. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir.